l'oublie pas. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Et toi t'en penses quoi? Salut Bastien. Bonjour tout le monde, salut Guillaume, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, toujours un peu malade, vous allez l'entendre à ma merveilleuse voix où je parle beaucoup du nez, mais je vais essayer de parler correctement et distinctement, malgré tout. Oh, même quand t'es pas malade, on a du mal à comprendre. C'est pas faux. On se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode de Et toi t'en penses quoi? C'est un petit cap, on est content en vrai d'atteindre les 10 premiers épisodes. J'en ai la larme à l'œil. Ah voilà, on est très ému comme vous pouvez l'entendre. Et pour ce 10e épisode, on va aborder un genre qu'on n'avait pas encore fait jusqu'à maintenant, puisqu'on va parler de films d'animation. Et en particulier du film, vous l'avez vu dans le titre, La Grande Aventure Lego, dont le titre québécois est à mourir de rire. Il s'appelle le film Lego. Vraiment, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai découvert ça. Je pensais pas qu'il y avait un titre québécois parce que le titre est français, mais bon, pourquoi pas. Donc le film est sorti en 2014. Il a été réalisé par un duo de réalisateurs, Phil Lord et Chris Miller. On en dira quelques mots de ces deux réalisateurs parce que ce film-là a particulièrement mis en lumière leur travail. Travail qui n'a pas toujours été couronné de succès ou abouti, puisque par exemple il faut savoir que ces deux réalisateurs étaient au départ sur le projet du film spin-off sur Han Solo et qu'ils ont été virés par Kathleen Kennedy en cours de production, en cours de tournage du film. Mais voilà, ces deux auteurs et deux réalisateurs qui ont une certaine vision, une certaine approche du cinéma. On aura l'occasion d'en parler tout au long de cet épisode. Le film est donc sorti en 2014, il dure 100 minutes, 1h40. Avec un budget initial de 60 millions de dollars et un box-office mondial de 468 millions de dollars. Donc un énorme succès. Et un succès commercial, mais aussi un succès critique. Le film a vraiment bien marché et a été reconnu. Il a reçu beaucoup de récompenses, notamment aux Oscars où il a reçu la meilleure chanson originale. C'est assez drôle quand on connaît la chanson. Il l'a pas reçu, mais il a été nommé aux Oscars comme meilleure chanson originale. Et par contre, ce qui est assez amusant, c'est qu'il n'a pas été nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film d'animation, alors qu'il a gagné ce truc-là à peu près partout. Il n'était même pas nommé cette année-là, c'est assez surprenant. Incroyable. Donc c'est un film, on l'a dit, d'animation qui va quand même mélanger l'animation et quelques prises de vue réelles, on aura l'occasion d'en parler. Donc voilà, je vais commencer par ma question traditionnelle, mon cher Bastien. Quel est ton premier souvenir avec ce film ? Écoute, pour ne pas changer, pour rester sur la même lancée que dans les 9 premiers épisodes, mon premier souvenir, c'est mon premier visionnage. J'en attendais rien, j'avais vu aucune bande-annonce à l'époque. Et c'est l'époque, encore une fois, où j'étais à la fac, où on allait voir beaucoup de films. Et du coup, on avait été voir ce film avec mes camarades. Et on a passé un moment super génial, voilà, faut dire les choses. C'était une très bonne surprise en ce qui me concerne. Parce que moi, Lego, c'était pas spécialement les jouets avec lesquels je jouais le plus quand j'étais petit. Donc non, très grosse surprise, très gros film d'animation, assez très drôle, rythmé comme peu de films du genre. Et ça faisait plaisir parce que c'est pas un Disney, hein. Donc voir d'autres studios faire des petites pépites comme ça, eh ben c'est toujours très agréable. Et toi, ton premier souvenir ? Écoute, moi pour le coup j'avais vu la bande-annonce et j'avais une certaine attente autour de ce film-là, j'avais une vraie curiosité et je me souviens que quand j'ai vu la bande-annonce la première fois, moi ce qui m'a vraiment frappé c'est le parti pris visuel. Donc on l'a dit, c'est un film d'animation et je vais raconter 2-3 petites anecdotes de tournage parce que je me suis renseigné sur comment ce film avait été fait. Il faut comprendre pour ceux qui ne l'ont pas vu que c'est un film d'animation mais avec un rendu photoréaliste. C'est-à-dire que tous les personnages qu'on voit, qui sont donc des Lego, ont vraiment un aspect réaliste au sens où c'est du plastique, ils sont pas tout à fait lisses, on voit des rayures sur le plastique, on voit des points de colle, etc. Donc il y a vraiment un aspect très très réaliste. Et moi c'est ça qui m'avait attiré au départ, ça m'avait vraiment donné envie parce que j'ai même pensé un temps que c'était un film qui avait été fait en stop motion.
Alors pour ce qui est de la fabrication, j'insère cette anecdote à ce moment-là. Donc il faut savoir que tout ce qu'on voit dans le film, tous les éléments de décor ont été fabriqués avec des vrais Lego. C'est-à-dire que tous les panoramas ont réellement été faits en Lego et on s'est basé sur des constructions réelles pour ensuite utiliser un logiciel qu'utilise Lego pour les retranscrire en 3D et ensuite évidemment mettre tout le peaufinage derrière pour avoir cette qualité-là. Et que l'animation elle est bien en 3D, mais en revanche ils ont respecté toutes les règles du stop motion. C'est pour ça qu'on a ce sentiment quand on regarde le film de pas voir un film d'animation classique en 3D hyper fluide, mais d'avoir la sensation du stop motion. On a presque l'impression que c'est un peu saccadé. J'ai en tête notamment le plan sur l'océan où on a vraiment cette sensation de saccade avec les vagues. Ouais, tout à fait. Et pourtant tout ça a été fait en 3D, donc je trouve que c'est un parti pris extrêmement intelligent de la part à la fois des réalisateurs, mais surtout de la prod et de Lego derrière, parce que c'était la meilleure vitrine en fait pour le produit, parce qu'il y a vraiment ce truc de on se projette dedans parce qu'on a l'impression de voir les Lego qu'on a à la maison, alors que Lego après ils ont fait plein de choses, il y a eu d'autres films en 3D, des séries etc, où là on était vraiment dans de l'animation simple, en tout cas classique, et moi c'est ça qui m'avait frappé à l'époque et qui m'avait donné envie de le voir. Et je te rejoins, après au cinéma j'ai passé un très bon moment, et pour moi le film visuellement a amené quelque chose de nouveau dans l'industrie de l'animation, et en ça je le compare, alors dans une moindre mesure, mais un peu à ce qu'a fait plus récemment les deux films d'animation Spider-Man, c'est-à-dire venir amener un truc qu'on n'avait pas l'habitude de voir et mélanger deux typologies, à savoir le film d'animation classique en 3D et cette idée de stop motion. Alors pour ceux qui savent pas, stop motion, hein, c'est quand on fait un film image par image, c'est ce qu'ont fait par exemple les créateurs de Chicken Run, de Wallace et Gromit, etc. Donc c'est un process qui est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Et donc là, ils ont un petit peu mélangé les deux. Je trouve que c'est une vraie réussite de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui t'a marqué toi dans le film ? C'est quoi les gros points forts ou les points faibles ? Parce qu'il y en a aussi sans doute. Bah écoute, je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'est pas complètement fou de penser que ça a amené quand même un nouveau style d'animation. Justement, ces saccades, cette saturation en termes de mouvement, en termes d'animation tout simplement. Quand tu vois que Phil Lord, un des deux réalisateurs, est scénariste sur les deux films Spider-Man dont tu parlais, voilà, c'est juste pour la petite anecdote que je voulais revenir là-dessus, parce que alors je sais pas à quel point il était impliqué dans le processus créatif en termes d'adaptation de son scénario à l'écran, mais en tout cas je pense que Lego a dû forcément amener ça dans l'écriture des films Spider-Man de Sony, les films d'animation, la mettant en scène Miles Morales. Et alors du coup, en termes de points positifs et négatifs, alors j'ai peu de points négatifs, hein. Moi, à part la chanson originale, tout est super génial, Everything is awesome, quel accent, j'ai trouvé la musique un peu faible. Après, elle est pas marquante, quoi. Elle fait le taf, mais elle m'a pas transcendé. Et puis bon bah voilà, le scénario est peut-être un peu simpliste quand tu le regardes d'un œil, je dirais pas avisé, mais quand tu le regardes en gros, il est pas, voilà, il casse pas des briques, quoi, on va dire. Par contre, en termes de points positifs, il y en a quand même beaucoup plus. Moi, j'ai noté l'abondance de références. C'est absolument, ça pourrait presque être indigeste tellement il y en a, mais c'est extra. Et puis en plus, comme c'est Lego, ils ont les droits sur énormément de licences, donc du coup ils peuvent se permettre de mixer, de faire coexister tous les univers, et ça joue énormément là-dessus, hein, le film, et ça fonctionne très très bien. Donc c'est un fanservice qui est extrêmement bien utilisé. Et après voilà, il y a tout ce qui est humour, j'ai trouvé que ça faisait mouche à chaque fois. Le casting vocal qui est excellent. Comme tu l'as dit, la direction artistique des Lego et le rendu visuel sont extraordinaires. Non, vraiment, le film est vraiment, encore une fois, une pépite, quoi. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai noté vraiment en termes de points positifs et négatifs. Je pense que quand on va en débattre, en tout cas, on va suivre un peu le déroulé et qu'on va commencer à en parler plus en détail. Il y en a d'autres qui vont me sauter aux yeux. Mais là, comme ça, c'est ceux qui me viennent. Donc, toi, je sais pas, par contre, toi, qu'est-ce que tu as vu comme point négatif ou positif, du coup ? Peut-être plus négatif, parce que je pense que tu as beaucoup aimé. Point négatif, j'en ai franchement pas énormément. Je trouve que le film fonctionne bien. T'as raison de le comparer à un Pixar. Je trouve qu'il y a un peu cette double lecture, comme il y a beaucoup dans les Pixar. C'est-à-dire qu'un gamin passe un bon moment devant, un adulte passe aussi un bon moment devant. Effectivement, l'histoire est assez simpliste, mais malgré tout, je trouve que
elle est intéressante. En tout cas, il y a quelques trucs bien amenés. Je trouve que le nom, par exemple, de certains personnages, le fait que l'arme soit, qui est donc un tube de glu en réalité, Absolument. et voilà, le lore autour de ça est plutôt bien amené avec la pièce de résistance, etc. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment réussi, c'est effectivement le mélange de tous les univers. Il y a vraiment un mash-up incroyable. Enfin, je veux dire, on a du Star Wars, on a du DC Comics, on a les Tortues Ninja, on a des Le basketteurs, Seigneur des Anneaux. on a le Seigneur des Anneaux. Ça, il y a pas de films qui peuvent se permettre de faire ça. Et effectivement, c'est la force de Lego, c'est qu'ils sont le point commun entre toutes ces licences. Ça, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose parce que il y en a beaucoup, mais c'est pas justement, ça frôle l'indigeste, mais ça ne l'est pas. Parce que en fait, il y en a beaucoup qui font des petits caméos, mais ils restent pas longtemps à l'écran, en dehors de Batman, qui est un des personnages principaux de l'intrigue dans la deuxième partie. Mais non, moi je trouve que le film, il a beaucoup de qualité, surtout dans sa mise en scène. Moi, ça m'a vraiment frappé. Je l'ai revu hier pour le podcast. Je l'avais pas revu depuis sa sortie. Il est quand même sorti il y a 11 ans. Et en fait, je trouve que le film, il a beaucoup de codes des gros blockbusters américains, ne serait-ce que dans le cadrage et dans la lumière. J'ai en tête la scène de l'interrogatoire d'Emmett par le méchant flic et gentil flic. Absolument. Quand on revoit les plans, le cadrage, la lumière, la manière dont c'est monté, en fait, je trouve que la force du film, c'est que c'est un film, c'est une comédie qui est absurde, mais qui reprend tous les codes des films très sérieux du genre. Et c'est pour ça que ça marche. C'est-à-dire que c'est un film parodique. Il n'y en a pas tant que ça des films parodiques, on n'en fait plus beaucoup. C'est vraiment un film parodique de blockbuster. Et je trouve que ça marche parce qu'il reprend à merveille les codes. Et c'est là où les deux réalisateurs ont leur patte pour moi, c'est qu'ils ont narrativement, créativement, vraiment un respect de l'œuvre originale qu'ils parodient allègrement. Et du coup, ça fonctionne parce que c'est fait avec sérieux. Et sur un film d'animation en particulier avec des jouets comme les Lego, je trouve que c'était assez fort de pousser le curseur jusque-là et c'est ce qui fait la force principale du film pour moi. Alors ouais, je suis assez d'accord. J'aurais peut-être pas été jusqu'à dire parodique parce que je le prends plus comme tu l'as dit, c'est fait avec tellement de sérieux et presque de respect sur les choses les œuvres dont le film s'inspire, que j'aurais peut-être plus dit une sorte d'hommage. Tu parles de la scène d'interrogatoire, je pense que ça t'a aussi fait penser à ça. Moi, je vois la scène d'interrogatoire du Joker dans The Dark Knight un petit peu d'une certaine manière en termes de lumière, en termes de comme tu disais. Et voilà, après oui, vraiment en termes d'écriture, en termes de rythme, ça reprend tout à fait les codes parce que le film, on était en quelle année ? On était en 2014. 2014, on était je pense au prime, on sortait du prime, on était déjà au prime du MCU. Ouais, donc en termes de voilà, de rythme, de scènes d'action, etc. On est vraiment sur du blockbuster. Ça reprend tous les codes du blockbuster et voilà, et même en termes d'écriture, comme je voulais dire, c'est le personnage principal. Voilà, c'est pour ça que je disais que le scénario peut paraître presque un peu trop simpliste parce que c'est du vu et revu. Toutes les péripéties qui s'organisent autour de lui et autour des personnages principaux. D'ailleurs, oui, effectivement, Batman exceptionnel. Hein, je pense que c'est une des adaptations de Batman les plus aimées, les plus appréciées, en tout cas par une grande partie de la communauté, qu'elle soit cinéphile ou plutôt fan carrément du personnage, parce que pour le coup là c'est complètement parodique et ça a été poussé à fond dans le film Lego Batman, le film d'ailleurs, qui est un très bon film, qui est un très bon film aussi et qui là pour le coup reprend tous les codes de l'univers Batman et là je te rejoins, là on part dans de la parodie, donc oui, non, ça fonctionne vraiment très 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 bien quoi. Moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est que tout ce qu'ils essayent de faire et parce qu'on parle de blockbuster, mais il n'y a pas que ça. On va rentrer un peu dans le détail du film, mais à chaque fois qu'ils essayent de singer un peu les codes de certains films, tu parlais des blockbusters de Marvel, c'est évident, enfin DC en l'occurrence, parce que là, c'est surtout DC qui est là. Oui, mais c'est vrai. Mais je trouve qu'à chaque fois qu'ils essayent un truc, ça fonctionne. Et c'est ça qui est la force principale du film, c'est qu'il n'y a pas de moment où on s'ennuie, il n'y a pas de moment où ça retombe. Le film, il n'est pas trop long, il dure 1h40, il n'est pas trop long pour des enfants ni pour des adultes, on ne s'ennuie pas. Et évidemment, tout est convenu, tout est cousu de fil blanc, mais on passe vraiment un bon moment. Et bon, moi, je trouve que la fin a un message qui est plutôt sympa aussi, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais vraiment, pour moi, le film, il a cette qualité de faire les choses jusqu'au bout et de les faire avec sérieux. Et c'est un peu comme ça qu'on fait à mon sens des comédies réussies ou des pastiches, des formes de parodie, même si c'est pas totalement une parodie parce qu'il y a beaucoup de respect, tu l'as dit, mais on le fait parce que justement on utilise sérieusement les codes qu'on a à disposition. C'est vrai, je suis d'accord.
On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, on a une introduction au départ qui est assez intéressant, puisqu'on a un duel entre ce qui va être le grand méchant du film et un personnage qui va être très intéressant aussi, qui s'appelle Vitrius, qui est un peu le vieux sage, la figure du vieux sage. Donc, ils vont s'opposer tous les deux. Et puisque à ce moment-là, on comprend que Lord Business, qui est donc le grand méchant, a un plan machiavélique dont on ne connaît pas encore le contenu. Et c'est dans cette scène d'introduction qu'on va nous introduire l'idée de la prophétie. À savoir qu'il y aurait un être sacré parmi tous les habitants de la ville d'Ego, enfin des univers d'Ego, parce qu'en fait il y en a plusieurs, on va se rendre compte après, qui, s'il trouvait la pièce de résistance, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle dans la VF, pourrait mettre fin au projet machiavélique du grand méchant. Dans cette scène, moi ce que j'ai bien aimé, c'est le côté très aventure. Il y a un peu d'Indiana Jones, il y a un peu de là aussi de blockbuster, ce truc de on pose un contexte un peu vraiment, on va vivre une grande aventure. Et c'est la promesse du film dans le titre français, mais je trouve que cette pré-intro, parce qu'après on a une exposition, mais cette intro du film, elle est plutôt réussie, parce qu'en quelques secondes, on est tout de suite dans le contexte et on a envie d'aller dans la suite, quoi. Oui, bah c'est clairement ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Tu l'as très bien résumé. Ça donne envie de voir où ça va aller, comment on va y aller, pourquoi ils reprennent ces codes parce que c'est quand même c'est peut-être le film multiversel par excellence, là, depuis quelques Totalement. Je suis désolé, je reprends encore l'exemple de Marvel, même si tu l'as dit, ils sont pas tellement dans le film, mais là ça fait des années aujourd'hui en 2025 que Marvel essaye de rebondir et veut pas lâcher son multiverse, mais finalement c'est ce film-là, le multiverse absolu finalement, et là tu comprends le côté j'allais dire cosmique, et puis surtout le côté mythique d'une prophétie complètement mystérieuse. Tu sais pas du tout ce que ça va donner, et puis on te donne ça, bam, en intro, tu prends et tu vas voir où on va vous emmener, et là pour le coup tu as envie d'être emmené là-bas, donc oui, ça te met tout de suite dedans. Ensuite, on a donc une scène d'exposition, on va nous présenter un peu la ville, et là, pour le coup, moi je trouve que c'est réussi, c'est que c'est une scène de comédie musicale, ni plus ni moins, parce qu'on a donc le personnage d'Emmet qui est le personnage principal, on va le voir chez lui se réveiller, et puis ensuite va donc démarrer la fameuse chanson « Tout est super génial ». Si vous avez vu ce film, vous connaissez forcément cette chanson, et quand vous l'avez vue, comme c'est notre cas, vous l'avez gardée en tête pendant un certain temps, mais je trouve que cette scène, elle est très bien faite, parce que on le voit donc lui chez lui, puis ensuite aller dans la ville, à son travail. Et c'est vraiment une scène de comédie musicale qui reprend tous les codes. Et je trouve que c'est super bien foutu. Et moi, sur cette scène-là, la première fois, et ça m'a refait ça hier, c'est là qu'on se rend compte qu'on est quand même face à un truc qui, techniquement, est impressionnant. Parce qu'il y a un nombre de personnages à l'écran qui est énorme. Il y a à la fois des trucs très drôles, je pense au moment où il dit bonjour à tous les chats qui passent, là, c'est très marrant cette scène. Et il y a ce côté où, en fait, on se rend compte que c'est pas un petit film. Pour moi, il devient grandiose à partir de là. Enfin, grandiose. En tout cas, il devient un grand film à partir de là, sur le plan technique, parce qu'en fait, on se rend compte de la prouesse et du nombre de personnages qu'on va voir. Et visuellement, ça marche super bien, quoi. Oui, et alors moi, j'irais même plus loin, plus que les personnages, en fait, vu qu'on parle d'un film Lego, et un film... Alors, puisqu'on parle d'un film Lego, excusez-moi, puisqu'on parle d'un film Lego, moi, c'est vraiment le nombre de pièces. Parce que quand tu découvres la ville où tout le monde chante, là, après qu'il ait ouvert ses volets ou qu'il sorte, je sais plus exactement... Tu comprends, en fait, comme il y a le côté photoréaliste des Lego, tu te dis ah oui, donc là on te fait un plan large et on voit toute la ville, et là tu te dis mais en fait c'est les constructions que je vois en vidéo se faire en accéléré, t'as l'impression d'avoir un plateau de jeu, en fait, c'est impressionnant. Mais c'est totalement ça, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment la volonté des réalisateurs et des producteurs, c'était... Et je vais citer, là pour le coup, je suis allé chercher pas très loin, sur le site Lego, il y a quelques infos plutôt bien sur le film. Il y a un making-of d'ailleurs qui est plutôt intéressant à voir, j'en ai vu quelques extraits. En fait, leur idée, c'était que tout ce qu'on voyait à l'écran devait être réalisable en Lego. C'est-à-dire que parfois, ils ont fait des choix où ils ont modifié des designs de personnages ou des designs de véhicules, parce qu'ils se rendaient compte que c'était impossible à faire en Lego. Donc la guideline, c'était... Tout ce qu'on voit à l'écran, ça peut être faisable par un gamin
avec ses Lego à la maison. Et c'est pour ça qu'ils ont tout fait d'abord avec des vrais Lego, en tout cas une grosse partie, puis avec le logiciel de Lego pour faire des rendus un peu plus développés. Mais il n'y a pas un seul truc qu'on voit qui n'est pas réalisable. Et je te rejoins sur le côté grandiloquent du nombre de pièces. Ah oui, la ville, elle est gigantesque. C'est hallucinant. Et tout est à l'échelle. Et ça, c'est assez génial. Bah oui, Il y a vraiment, c'est pour ça, c'est comme tu dis, c'est à échelle. Et du coup, on voit vraiment le côté. Moi, je trouve que le mot grandiose que tu as utilisé est pas mauvais, quoi. C'est vraiment. Tu as l'impression d'être un géant et de voir une ville de Lego, quoi, qui est animée devant toi. C'était le but du jeu et ça fonctionne très très bien. Et je trouve que le film arrive très vite à nous faire passer ce message et du coup arrive tout de suite à nous emmener avec lui. C'est un film qui est quand même barré. Moi je sais que dans mon entourage il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé ce film-là. Je peux comprendre parce que c'est un humour particulier. Mais voilà, moi je trouve que ça nous emmène dans l'univers si on est un peu... si on aime bien cet univers-là, si on aime la comédie, si on aime les Lego en particulier, ce qui est mon cas, on est super content de voir ça. Il y a un côté un peu rêve de gosse qu'on a tous voulu avoir chez nous, un diorama de Lego géant. Ouais, et là, on est vraiment à l'intérieur du diorama, quoi. Donc, dans cette scène d'exposition, on va donc comprendre que le personnage d'Emmett, c'est un ouvrier de chantier, il travaille un peu avec ses collègues. On se rend quand même compte, pas encore beaucoup, mais un petit peu à ce moment-là, que c'est un personnage qui est assez transparent. C'est-à-dire qu'on voit tout le monde parler les uns avec les autres et lui, quand il parle, personne ne lui répond. Et puis à la fin de la journée, il va se retrouver sur le chantier et là, il va apercevoir quelqu'un qui rentre sur le chantier, un personnage qui est encapuchonné, tout habillé de noir. Et au moment où il va vouloir dénoncer cette personne, elle va enlever sa capuche et donc va faire son apparition, le personnage de Cool Tag. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et là, on a une scène moi, qui me fait vraiment rire où au moment où il l'interpelle pour lui dire vous n'êtes pas censé être là, il est censé appeler la police, il bug et il fait et ça dure... C'est infini, ça dure au moins 10 secondes. La blague est étirée. Et voilà, moi, ça marche sur moi, cet humour, c'est très drôle. Et donc finalement, il va essayer de rattraper cette fille qui a l'air de chercher la pièce de résistance parce que on la voit, elle a un espèce de GPS sur elle qui lui indique où est cette pièce-là. Et finalement, c'est lui qui va la trouver. Oui, il y a un espèce d'accident, il tombe et en fait il se réveille et c'est lui qui l'a. Exactement, et il est devant ce truc-là et la pièce l'appelle. Alors pour moi là il y a une évidente référence au Seigneur des Anneaux. Complètement. Parce que la pièce lui dit il faut que tu me touches. Oui, absolument. Et il marche sur une notice Lego où il y a marqué interdit de toucher pièce inconnue et tout. C'est ça aussi la présence des notices Lego, même dans la scène d'exposition sur Emmett quand il ouvre. Comment vivre en fait, c'est complètement ça quoi. C'est les règles de alors tu dois t'emboîter, tu dois mettre ton corps, enfin, c'est n'importe quoi. Tu dois mettre des vêtements, tu dois faire du sport. Oui, absolument. C'est vraiment c'est en ça que le film est drôle aussi, c'est qu'il accentue beaucoup ses blagues. C'est pour ça que moi je dis que c'est un peu de la parodie. Dans une certaine mesure, ça me rappelle un peu l'humour des films des frères Zucker sur les Y a-t-il un pilote dans l'avion, etc. où il y a beaucoup d'humour visuel et beaucoup d'humour dans le gag et je trouve qu'on le retrouve beaucoup ça. Et ça marche vraiment bien. Donc il va retrouver cette fameuse pièce et on comprend que il sait pas trop ce que c'est et au moment où il va la toucher, il va y avoir un blackout complet autour de lui et il va se réveiller en étant dans le bureau de la police et interrogé par Méchant Flic, c'est comme ça qu'il s'appelle. Méchant Flic doublé par Liam Neeson en VO, parce que moi tu vois je l'ai revu en VO, je pense que tu as dû le revoir en français. Ouais, je l'ai vu en VF, ouais. Moi je l'ai revu en VO, quand je te parlais d'un casting vocal incroyable, tu vois, tu parlais de Vitrius, en VO c'est Morgan Freeman, donc en VF je sais pas si c'est lui aussi, oui, aussi, ouais, voilà. Qui est parti il y a pas longtemps d'ailleurs, oui. je crois. Et du coup, non, le casting vocal, là, enfin, franchement, j'avais complètement oublié que c'était Liam Neeson. Et quand j'ai reconnu Liam Neeson, je fais, mais ils ont pas fait ça, c'est pas possible. Non, et puis là, typiquement, moi, c'est vraiment là où je me suis dit, en voyant cette scène, que ça allait être vraiment bien parce qu'ils reprennent vraiment. Moi, c'est dans le cadrage que ça m'a marqué. Vraiment, j'ai l'impression d'un coup de voir un thriller. C'est-à-dire que pas dans le contenu de ce qu'ils disent, mais dans la manière dont c'est filmé. Il y a des plans très serrés sur lui, il y a des contre-champs avec des plans hyper serrés sur le flic. Il y a un plan, à un moment, on le voit depuis l'arrière de la salle d'interrogatoire. Tout ça, c'est vraiment des trucs qu'on a l'habitude de voir dans des films, dans des thrillers. Et je trouve que ça marche super bien. Et puis ce côté méchant flic, gentil flic, donc, qui est très drôle. C'est super bien trouvé. Il faut voir que le personnage a donc une double face. C'est comme beaucoup de têtes Lego en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est Liam Neeson qui fait les deux voix. Alors attends, je crois, oui, c'est lui. Ouais, il fait aussi la voix. Alors bon, ça, je m'avance un peu, mais il fait aussi la voix du papa flic. D'accord. Qu'on revoit plus tard. On va y revenir.
Donc du coup, il y a cette scène d'interrogatoire. En gros, le flic lui dit, vous êtes... il le soupçonne d'avoir donc volé la pièce et surtout d'être un maître créateur. Et là, lui dit, voilà, vous la êtes... notion de maître créateur. Et lui dit qu'il sait pas ce que c'est un maître créateur. Il faut bien comprendre que le personnage d'Emmett, il a rien de spécial pour le coup. Oui, il c'est n'est ça. pas le spécial. C'est ça, il a rien de spécial. Il est, c'est là, on peut pas faire. Tu vois, tu parlais du côté invisible du personnage, c'est-à-dire qu'on peut pas faire plus mouton qui se fond dans la masse, quoi. Là, c'est en termes de vraiment, société, c'est le personnage que personne ne voit. Exactement. C'est la personne, et lui, il voit tout le monde, mais personne ne le calcule, quoi. Et puis à ce moment-là, il va lui dire, mais si vous avez la pièce de résistance dans votre dos, donc là, il va se rendre compte qu'elle est collée à son dos, et lui, il est en panique, il essaye de l'enlever. Donc il y a cette scène qui s'étire un peu, et puis finalement, il est secouru par Coultag, qui arrive là-dedans et qui va le faire s'échapper. Et on comprend dès le début qu'elle elle a envie de l'aider et qu'elle est émerveillée en fait de rencontrer le spécial, puisque elle est persuadée que c'est vraiment le gars qui va changer le monde et que du coup elle pense aussi que c'est un maître constructeur, que c'est une pointure. En fait. C'est lui le héros de la prophétie, c'est lui qui va sauver le monde Lego, quoi, finalement. Exactement. Et donc du coup elle va réussir à le faire s'échapper. Pendant la course poursuite, elle va quand même se rendre compte qu'elle a affaire à un mec qui est pas si doué que ça, quoi. Et là on va avoir une deuxième découverte qui est intéressante, c'est on va se rendre compte qu'il y a d'autres mondes Lego autour de la ville, parce qu'ils vont s'échapper, ils vont se retrouver dans le Far West. C'est ça, après une course-poursuite absolument improbable, parce que ce qui est assez incroyable, c'est que c'est là, pour le coup, ça fait vraiment penser à ce que tu peux faire dans les jeux vidéo Lego. Ouais, c'est-à-dire que là, pendant la course-poursuite, elle va fabriquer, quand ils sortent du bâtiment, elle va lui fabriquer une moto du futur, avec juste toutes les pièces qui se trouvent, et ça rejoint ce que tu disais sur leur volonté de pouvoir créer ce que tu veux avec des pièces Lego existantes. Ça, c'est quelque chose qu'ils auraient pu faire. Et du coup qu'on peut faire en vrai en tout cas, et du coup elle va lui créer la moto, puis la moto je crois qu'après elle va la transformer en gros jet super menaçant, et là ils vont s'échapper en fracassant le mur qui finalement illustre la frontière entre les différents mondes Lego, quoi. Exactement. Et donc ils vont se retrouver dans le monde du western, qui est assez marrant. Ils arrivent et donc lui il se change, il met une espèce de poncho et un chapeau ridicule et une moustache dessinée sur sa tronche, quoi. Et clairement lui il comprend pas bien ce qu'il fait, et donc elle lui explique un peu le lore du truc en lui disant voilà, il y a différents mondes qui vivent les uns à côté des autres, qu'avant tout le monde pouvait aller partout, et que depuis que leur business est là, il y a des frontières partout. Là, on rentre aussi le film sur une thématique un peu plus adulte, c'est-à-dire que on parlait de Pixar, il y a vraiment un double message. Il y a aussi un truc autour de sociétés qui sont fermées sur elles-mêmes, qui refusent d'échanger les uns avec les autres. Il y a cette société de l'ordre, parce que c'est comme ça qu'il la veut, lui, une société qui est figée. Une société auto-centrée aussi. Exactement. Et qui participe à rien avec les autres sociétés existantes. Et voilà, et les autres sociétés doivent rester à leur place. Et c'est plutôt intéressant la manière dont c'est amené. Le côté mur, bon alors, on est en 2014, c'était peut-être pas encore, il n'était pas encore élu, mais côté mur, avec le recul, tu dis le mur, ça me dit quelque chose aux États-Unis, dites donc. On est d'accord. Enfin bon, incroyable. Donc finalement, ils vont arriver dans un saloon avec une entrée à mourir de rire d'Emmett, on lui demande d'être discret, il n'arrive évidemment pas à être discret. Et ils vont faire à nouveau, ils vont recroiser Vitreous qui est dans la salle, qui et était qui donc va caché là, ouais. leur expliquer que il y a une prophétie, que a priori celui qui a récupéré la pièce de résistance est donc le spécial, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle, et qu'il a la mission en gros de sauver le monde, quoi. Et donc au début il fait tout son speech à Coultag pensant que c'est elle, et en fait elle est deg parce que c'est pas elle qui a trouvé la pièce de résistance. C'est ça. Donc il refait son speech à Emmett, et là elle l'interrompt en disant mais en fait c'est pas lui spécial, c'est pas possible, quoi. Il sait rien faire, il est pas maître constructeur, il est con comme un balai, donc c'est pas possible. Et cette scène elle est assez marrante parce que effectivement il demande à Emmett d'essayer de construire un truc dans la salle dans laquelle ils sont, et il n'y arrive pas. Oui, il leur demande mais vous avez un plan pour construire ça ? Exactement. Et après ils vont dans son cerveau. Et ça, cette scène, elle est à mourir de rire, où ils rentrent dans son esprit, et là ils disent mais on n'a jamais vu un truc aussi plat, il n'y a aucune once de créativité. C'est-à-dire que comme le gars ne fait que suivre les règles, il sait rien créer. Et donc il explique qu'il a voulu un jour créer un truc, et c'était un canapé. Un canapé superposé. Ouais, voilà, un canapé superposé parce qu'il y a trop de gens, et donc tout le monde peut pas s'asseoir. Et genre, ils le regardent, mais ils sont hébétés de la connerie du gars, quoi. Son seule idée de création, c'est de faire un canapé 6 places avec un étage, quoi. Oh là là. Et donc
Très bonne idée au demeurant, mais oui, c'est pas faux. Et mais il y a un moment, ils en reparlent dans le film. Je sais plus quel personnage dit, mais ça implique celui qui est en bas de regarder la télé à travers les jambes de celui qui est en haut. Je crois que c'est Batman qui dit ça. J'ai un doute, mais je crois aussi, ouais. Incroyable. Et du coup, donc il lui explique ça. Enfin, ils se rendent compte de ça, donc ils sont quand même un peu inquiets, mais ils ont un peu cette idée de bon, on va quand même essayer de lui apprendre pour qu'il arrive à s'en sortir. Mais finalement, ils vont pas trop avoir le temps, parce qu'ils vont être interrompus par les flics et par un méchant flic qui va arriver dans le saloon avec un moment très drôle où il montre un portrait robot en disant est-ce que quelqu'un a vu cet homme. Et évidemment c'est la face du bonhomme Lego basique, donc c'est 2 points et un sourire quoi. Et un mec lui dit dessinez-lui un chapeau de cow-boy et ils le reconnaissent. Et alors en parallèle de ça, je l'ai pas dit, mais il y a une scène où on voit le QG de leur business. C'est la première fois qu'on le voit. Donc il habite en haut d'une tour qui est gigantesque, qui dépasse le ciel. Et donc tout en haut, il y a la fameuse arme qui est le Kragel. Je sais pas comment ils disent en VO, mais en français c'est le Kragel. Je crois que c'est Kragel aussi. Et donc en fait, on comprend que c'est un tube de glu. Et l'objectif, c'est d'en mettre sur tous les personnages pour qu'ils ne bougent plus jamais sur toute la ville. Et donc leur business reçoit le flic, parce qu'il a laissé échapper dans la salle d'interrogatoire Emmett, donc il lui en veut. Et cette scène, elle est plutôt bien faite parce que il va jouer vraiment sur ses sentiments avec ses parents. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Il va menacer, en fait, il va faire apparaître ses parents d'un coup. Alors, ce qui est marrant aussi avec Lord Business, c'est que la première fois qu'on le voit, alors hors la scène d'exposition du début, à ce moment-là, la première fois qu'on le voit, il est petit, il est à taille Lego. Et en fait, plus il marche, et plus en fait il a des échasses et des étages au-dessous de ses pieds, et du coup il devient géant quoi, et du coup il surplombe tous les autres personnages, tous ses sous-fifres, notamment mauvais flic, bon flic, et du coup voilà, donc du coup il lui dit bon bah voilà, t'as été très mauvais, je vais te donner une source de motivation supplémentaire. Alors je sais pas si c'est à ce moment-là qu'il y a ses parents, parce que avant il lui efface, c'est à ce moment-là aussi. C'est les deux, je me souvenais plus. C'est très drôle parce que du coup il lui dit qu'il s'est fait avoir par son côté gentil. Voilà, c'est ça. Il veut lui faire effacer le côté gentil. Et donc j'ai noté en français, il utilise le sceptre au coton et le dissolveur à ongles. C'est ça, absolument. Donc, et donc il va effacer la peinture de son visage pour qu'il n'ait plus que le côté méchant. Et il va forcer le méchant flic du coup à coller ses parents devant leur maison pour qu'ils ne puissent plus bouger. Et les parents lui disent c'est pas grave mon fils, ne t'inquiète pas. Et ça fonctionne extrêmement bien parce que du coup au départ il y a bon flic qui lui dit non mais ne fais pas ça, ce sont papa et maman quand même, on ne peut pas. Et voilà, et alors c'est là aussi tu amènes un point important, c'est que du coup en fait dans cette salle, c'est une espèce de salle des trophées en fait, hein, dans laquelle ils font ça. Donc il y a la fameuse arme, l'espèce de pot de glu là, de tube de glu, mais il y a également du coup le dissolvant, un espèce de pansement dégoûtant. Et en fait là déjà à ce moment-là, toi en tant que spectateur, alors peut-être spectateur plus adulte, je pense qu'un enfant lui va pas tilter sur le moment, mais sans vouloir manquer de respect aux enfants hein, et dire qu'ils sont tous bêtes, c'est pas du tout le propos, au contraire, mais je pense que c'est quelque chose qui va pas forcément attirer le regard des enfants d'un certain âge. Et toi en tant qu'adulte tu vois ça, tu te dis mais attends, pourquoi il a un pansement, du dissolvant et de la glu, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi je croyais qu'on regardait un film d'animation dans le monde des Lego, pas dans le monde réel. Et du coup ça va avoir son importance sur le dénouement finalement. Ouais, c'est le premier élément qu'on a, qui peut nous faire réfléchir sur l'environnement global du film et qui va avoir effectivement un impact sur le dénouement, t'as raison. Donc à la suite de ça, le flic il est donc renvoyé à la recherche d'Emmett et donc il revient dans le fameux saloon là, au Far West. Et donc ils les surprennent au moment où Emmett est censé démarrer sa formation, et donc là on a à nouveau une course poursuite qui est vraiment géniale. Ouais, elle est super. Parce qu'elle est relativement longue, ils utilisent plusieurs machines. À un moment ils sont sur des rails, ils sont sur un espèce de train. Ouais, c'est ça, ils sont sur un train. Ils font dérailler le train. Après, ils font exploser un pont comme dans beaucoup de films. Exactement. Comme dans l'intro de Toy Story 3. Voilà, je le citais, j'en ai rien à faire. Mais totalement, voilà. C'est vraiment. Mais tu sais que j'ai pensé à ça en plus. Bah oui, bien sûr. Vraiment un parallèle avec ça. Et là aussi, il y a vraiment des bonnes idées de mise en scène. Et puis il y a un truc, c'est que vraiment, ils ont utilisé des Lego pour tout faire. Je pense à l'eau, je pense à la fumée par exemple, la fumée du train qui vient. C'est incroyable. Ça c'est génial parce que à faire c'est extrêmement complexe et le rendu est vraiment vraiment top. Donc ils vont réussir finalement à s'échapper et ils vont atteindre le monde caché qui est l'espèce de monde dans les nuages là.
Ah oui, avec l'espèce de grosse licorne. Voilà, donc en gros, il y a un monde dans lequel. C'est ça. C'est la cachette, en fait, c'est leur cachette. Voilà, c'est la cachette des maîtres constructeurs. Ils vont l'atteindre grâce au Batplane, si je dis pas voilà, de conneries. Parce qu'à ce moment-là, dans cette poursuite-là. Voilà, dans la course-poursuite, à un moment. C'est donc, ça, quand je te le laisse pont dire, vas-y. Non, mais excuse-moi. Non, vas-y, t'inquiète. Quand le pont explose, donc ils sont en perdition. Il y a d'ailleurs une scène au ralenti où ils sont en train de tomber, où Emmett et Coultac se parlent, et lui, il est clairement amoureux. Enfin, je veux dire, et elle, on sent qu'elle l'aime bien, mais voilà. Il est gentil. Et en fait, ils sont sauvés à ce moment-là par Batman qui arrive dans son Batplane. Alors, il faut savoir je sais pas ce que c'est en VO, mais en VF, il est doublé par la voix française de Christian Bale. Donc, c'est vraiment génial bien, parce qu'il a la voix de Batman de The Dark Knight, enfin de la trilogie Nolan, et il a repris le même truc de transformer sa voix quand il est Batman. C'est ça. Et il le fait encore plus, et c'est à mourir de rire parce qu'il a des répliques qui sont vraiment censés être un peu dark, mais qui ne le sont pas du tout. Et c'est très très drôle. Et dans la Batmobile, je sais pas si tu te souviens de la scène où à un moment il met les basses et il dit j'ai écrit une chanson pour Cool Time. Ça parle du fait que je suis orphelin. Il va déjà dès ce film en fait, il parodiait vraiment le personnage. Et c'est trop trop drôle. Donc on comprend que Cool Tag et lui sont ensemble, et donc Emmett il est trop triste. Et alors du coup, juste pour rebondir en VO, tu me posais la question, j'étais pas sûr. Donc c'est Will Arnett qui double Batman, le Batman Lego en VO. Will Arnett, donc qui a joué notamment dans la série Arrested Development, dont je parlais à la fin de l'épisode du Da Vinci Code avec la Ron Howard qui jouait son propre rôle. Et puis c'est un acteur qui est assez connu. En termes de second rôle, et il joue dans les adaptations des Ninja Turtles de Michael Bay. Okay. Mais il a joué dans plein de séries, et il fait beaucoup de doublages, hein, notamment dans Les Simpsons et dans d'autres choses. Et je suis en train de regarder si c'est bien lui qui double Batman aussi dans le film Lego Batman, et c'est bien lui qui le redouble aussi. Voilà. Moi j'ai vraiment été agréablement surpris en VF d'avoir la voix de Christian Bale, parce que je trouvais que ça accentuait vraiment la parodie, parce que du coup il joue lui-même sur cette espèce de voix grave mais c'est ça qui est bien, mais tu vois, oui, effectivement, le côté parodique en fait fonctionne aussi parce que le cast, qu'il soit français, alors on va pas aller vers le Québec, mais on va rester sur le côté français et le côté américain, joue le jeu de la parodie. Même si Will Arnett n'a jamais joué Batman autrement que dans ces rôles-là, il le parodiait aussi. Il parodiait aussi ce côté-là, parce qu'en VO, il reprend aussi cette voix un petit peu rauque. Je suis Batman. Tu vois, je le fais très mal. Mais il l'accentue aussi. C'était une volonté. Et comment il s'appelle, Morgan Freeman dans le rôle de Vitrius, quand il rencontre Emmett, etc., il est montré un peu comme un vieux, pas débile, mais un vieux un peu maladroit, mais totalement, qui a l'air un peu à côté de ses pompes quand même au début, mais ça enlève en rien le côté sage de la voix de Morgan Freeman, machin. Non, mais c'est ça fonctionne extrêmement bien, quoi. Liam Neeson qui fait bon flic, mauvais flic, il se parodie mais à fond. C'est génial. Mais c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que la parodie, elle est vraiment à tous les niveaux, y compris dans le jeu des comédiens de doublage. Et ça marche vraiment, enfin je veux dire, sur Batman. Et puis il y a un festival de jeux de mots, c'est-à-dire que ça n'arrête jamais. Alors je ne l'ai pas vu en VO, mais en VF, à un moment dans la course-poursuite, au moment où ils tombent du pont, le flic pense qu'il va mourir, et il a cette phrase de repose en pièces. Moi ça me fait beaucoup rire. Je crois qu'il dit rest in pieces ou un truc comme ça. Voilà, et ça marche très bien. En fait il y a beaucoup de jeux de mots, et comme tu l'as dit, c'est porté par des comédiens de doublage qui sont vraiment bons, ou des comédiens tout court qui s'auto-parodient, et je trouve que ça marche vraiment vraiment bien. Et par exemple un personnage comme Batman, qui est quand même un personnage très fort dans quels que soient les univers, je trouve qu'il est très bien intégré. Il prend pas trop de place, à la fois il est important, mais à la fois on se moque de lui parce qu'il est quand même, il est un peu nul, quoi. Il est un peu naze, carrément. Il est mauvais dans le film. Mais je trouve que globalement ça marche plutôt bien. Donc ils finissent par arriver à cette cité des nuages grâce au Batplane là. Donc là c'est marrant parce qu'on nous présente une cité où Emmett est désespéré parce que c'est une cité où il n'y a pas de règles. Donc c'est un peu le principe. C'est un peu le bordel du coup pour lui. Voilà, c'est un peu le bordel, tout le monde fait un peu n'importe quoi, et là on croise un peu tous les univers, et notamment Superman, qui là aussi en VF est doublé par le doubleur d'Henry Cavill. Donc c'est vraiment, ils ont poussé en VF, ils ont vraiment poussé le truc à fond. C'est génial, et on voit d'ailleurs la relation entre Superman et Green Lantern est à mourir de rire, parce que Green Lantern il veut être son copain et l'autre il peut pas le blairer, et ça c'est vraiment drôle. Et donc on va avoir ce moment où ils vont se réunir dans la tour qui a une tête de chien. Je sais pas comment je me rappelle pas le nom, et donc dans cette tour ils vont présenter Emmett à tous les maîtres constructeurs, parce qu'on comprend que tous ceux qui sont là sont des maîtres constructeurs, pour qu'il explique son plan. Et la scène est très drôle parce qu'il vient
et il fait un peu ce qu'on fait parfois dans un discours motivationnel, c'est-à-dire on commence par dire, vous savez, ça n'a pas toujours été facile, j'ai pas toujours réussi, j'ai pas toujours été le meilleur, mais en fait il n'a rien de bien à dire. Donc ça, il énumère tous les trucs nuls qu'il est. Et c'est à mourir de rire parce que du coup en face on a tous les personnages, donc on l'a dit tout à l'heure, il y a les Tortues Ninja, il y a Shaquille O'Neal et une partie de la NBA de 2002. Oui, il y a C3PO, il y a Wonder Woman, il y a Dumbledore, et il n'arrive pas à l'appeler Dumbledore. Dumbledore et Gandalf, oui c'est ça. Il y a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, Han Solo. Lui, il arrivera plus tard. Han Solo, il arrive. Ah oui, il a un petit caméo après, effectivement. Avec... c'est 3PO aussi d'ailleurs. Ouais, c'est 3PO, ils sont là après. Mais il y a Wonder Woman, il me semble. Je crois qu'on voit Flash. Il y a Green Lantern, on l'a dit. Il y a l'espèce de chaton Unikitty là, qui s'appelle Unikitty. Exactement. Et puis, il va y avoir le pirate, qui est quand même un personnage important. Oui. Donc, c'est qui finit par prendre la parole et par dire mais. On va pas pouvoir s'en sortir si on est aidé par un mec qui est nul, quoi. C'est ça, parce qu'en fait ce sont tous des maîtres constructeurs et en fait cet endroit au pays des nuages perchés du coup c'est ça. est leur lieu de c'est leur cachette, quoi, leur cachette secrète. Voilà, et alors du coup je suis désolé, je rebondis un peu sur le doublage parce que vraiment je trouve ça incroyable. Mais tu vois, Shaquille O'Neal est doublé par lui-même en VO. T'as même t'as Cobie Smulders, donc, qui est donc Robin dans How I Met Your Mother et qui joue aussi dans les films Marvel, qui double Wonder Woman, Channing Tatum qui double Superman, Jonah Hill qui double Green Lantern. Jonah Hill et comment il s'appelle, et Channing Tatum, connus pour être un duo mémorable dans les adaptations filmiques récentes de 21 Jump Street, 21 and 22 Jump Street, qui sont excellents en termes de comédie. Okay. Donc le duo ne peut que fonctionner, quoi. Je veux dire, jusqu'au doublage VO ou VF, ça fonctionne. C'est l'alchimie, qu'elle soit en mode blague, en mode réel ou pas, fonctionne à chaque fois. Et ça fonctionne très très bien. Mais et j'adore. C'est pour ça que le film, on dit qu'il est jusqu'au boutiste, parce que vraiment, c'est ça. Il est pensé dans les moindres détails de la comédie. Et c'est comme souvent, les comédies qui fonctionnent, c'est les comédies qui réfléchissent jusqu'au bout et qui vont jusqu'au bout. Donc finalement, il va présenter donc son non-plan. Et donc le pirate va lui expliquer qu'ils ont déjà essayé par le passé d'attaquer la tour de Lord Business. Et ça s'était pas très bien passé. Et franchement, je trouve que la séquence elle est très bien parce qu'elle est très drôle. Et donc on les voit s'infiltrer avec. Il explique qu'ils ont dû passer par plein de protections. D'abord il y a des lasers, après il y a des requins et des requins lasers. Et ça n'a vraiment aucun sens, quoi. Et finalement il explique que lui, le pirate, il est sorti de là et seule sa tête et ses organes en sont sortis. Et qu'il a dû se reconstruire un corps avec les pièces Lego qu'il a trouvées. C'est donc ça. Du coup, il ressemble à un espèce de robot. Il a un espèce de Transformers mais avec une toute petite tête. Ouais, exactement. Et donc il dit, mais en fait, on n'y arrivera jamais, surtout si on est avec un personnage aussi nul, quoi, parce que vraiment, il est nul. Il fait tâche, quoi. Exactement. Il fait très tâche. Hein. Donc ils sont en train de faire ce pitch et puis une nouvelle fois, ils sont interrompus par l'arrivée de la police qui arrive dans le monde. Et là, pour le coup, on va aussi passer dans un autre cadre, c'est-à-dire qu'il y a à nouveau une course-poursuite, et là, il faut qu'ils construisent un vaisseau pour s'en aller. Donc là, ils vont tous participer. Alors, c'est très drôle parce qu'on a l'espèce de chat arc-en-ciel là, qui veut que des pièces de toutes les couleurs. Batman, il dit, moi, je ne travaille qu'en noir. Voilà, ou éventuellement avec du gris très foncé. Et donc, ils construisent un vaisseau un peu chelou, et ils arrivent à s'enfuir. Et en fait, pour s'enfuir, vaisseau sous-marin, voilà, parce que étrange. L'idée c'est qu'ils aillent sous l'eau. C'est ça. En se disant, si on va sous l'eau, les flics pourront pas venir nous récupérer. Et ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, quand ils sont sous l'eau, on va voir des briques, des gros morceaux de l'île Nuage qui sont détruits et qui coulent. Et là, pour le coup, d'un seul coup, il y a un côté très drame. Oui. C'est-à-dire que, et on voit bien que le personnage de Arc-en-Ciel chat là est un peu Unikitty, merci. Alison Brie, que j'adore. Qu'elle est vraiment désespérée. Et il y a un côté vraiment, on a détruit un monde. Et pour moi, là, ça fait presque écho à. Ça m'a fait penser à Star Wars quand on détruit la planète de Leia devant elle. Il y a vraiment ce truc de, en fait, on a détruit votre monde, quoi. Et d'un seul coup, le film devient, l'espace de quelques instants, triste. Parce que tu te rends, parce qu'en plus on nous montre la destruction, c'est-à-dire que les Legos sont forts pour ça, c'est-à-dire que tu vois les pièces qui se détachent les unes des autres, tu vois des trucs qui volent dans tous les sens et tu te rends compte
n'importe qui a déjà fait un Lego, qui l'a fait tomber, qui l'a vu se rétamer par terre, c'est à quel point c'est un enfer à remonter. Pourquoi tu parles de choses comme ça Désolé. On passait un bon moment, faut pas parler de choses comme ça. J'ai fait remonter des mauvais souvenirs à tous ceux à qui c'est arrivé. Mais je veux pas dire, du tout. tu vois, pour moi, c'est aussi impactant ce truc de ça marche parce que, ouais, en fait, ça fait chier quand ça arrive. Bah, c'est ça, et puis en plus, là, c'est un monde qui a été construit de toutes pièces par les fameux maîtres constructeurs, donc c'est un monde qui n'existe pas, donc qui sort directement d'un imaginaire, en fait. Exactement. Et c'est tout le propos du film, ça, encore une fois, on y reviendra quand on aura vraiment fini le déroulé, je pense. Mais du coup, ce côté-là, oui, ça fonctionne aussi parce que c'est pas commun ce qu'on vient de voir qui vient d'être détruit. C'est pas la ville qui peut être reconstruite. Exactement, parce qu'il n'y a pas de notice. Parce qu'il n'y a pas de notice. Tout à fait. Et c'est ça qui est encore plus impactant, quoi. Et donc du coup, ils sont sous l'eau et à un moment ils se retournent vers Emmett pour savoir et toi qu'est-ce que t'as construit. et donc lui il a construit. J'ai retrouvé le nom français, le canapé impérial. Oh la vache. Et donc ils le regardent tous en disant mais c'est vraiment le truc auquel t'as t'as pensé ça à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire on est en train de mourir et toi tu fais un canapé 6 places, quoi. Donc finalement à nouveau il se moque un petit peu de lui. Et lui il est vraiment pas bien, hein. Et voilà, lui il se sent nul, il se rend compte que il a le sentiment que c'est quand même de sa faute. Il a la pièce sur lui et que tout le monde s'est agité, qu'il est poursuivi lui, parce qu'on l'a pas dit, mais ils l'ont retrouvé dans le truc nuage parce qu'il avait un traceur GPS, donc c'est une petite pièce rouge qui clignote qui était accrochée à son pied. C'est très drôle, c'est que la pièce elle fait un tiers de sa jambe, mais oui, et il ne l'a pas vu. Et c'est à mourir de rire. Et donc finalement, ils se rendent bien compte que ça va être compliqué. Et à un moment, on se rend compte que le vaisseau qu'ils ont construit n'est pas étanche. Parce que il commence à prendre l'eau. Et donc là, on se dit, ils vont tous mourir. Et on a un plan d'ailleurs où on voit les flics survoler la zone et voir que tous les débris, du sous-marin étant là, ils n'ont pas pu survivre, quoi. Et finalement, ils vont survivre parce qu'ils vont se cacher dans le canapé impérial. Et ça, c'est beau. Ça, et c'est donc, incroyable. d'un coup, je crois que c'est Batman qui a la réflexion en disant, mais en fait, ils n'ont pas cherché ça parce que ça, c'est un truc commun. C'est-à-dire que nous, on est des maîtres constructeurs, on fait des trucs qui ressemblent à rien, donc c'est identifiable. Et là, un truc commun, ils y ont pas pensé. Un truc commun qui n'existe pas, mais qui pourrait exister, qui est crédible, en fait. Exactement. Et donc, du coup, ils sont en train d'attendre. Et Batman dit, mais enfin, on n'est pas sorti d'affaire, parce que là, je vous rappelle qu'on est au milieu de la flotte et qu'on n'a pas de solution. D'ailleurs, un mot vraiment, encore une fois, sur l'eau, le rendu visuel des pièces bleues, de tous les types de bleus qui forment les vagues, etc. Incroyable. Moi, ça m'a fait penser, alors ça va être terrible mon inculture parce que je vais pas avoir le nom, mais tu sais le tableau célèbre de la vague là. Tu l'as, ce tableau japonais avec. Vous avez demandé Bastien, ne quittez pas. Bon, écoutez, je vais chercher ça et puis on va faire genre qu'on l'avait tout de suite. Voilà, on vous ferait genre que vous avez appris un truc avec nous. Tous ceux qui l'ont doivent dire mais putain, c'est vraiment des deux incultes. Mais c'est ça qu'on te dit, mais écoute-nous. Donc du coup, le rendu de l'eau est incroyable et donc là ils sont quand même un peu comme des cons sur leur. Ouais, c'est ça. Ce qui me montre en même temps le truc. J'ai réagi dans le micro en oubliant. Ah oui, tu parlais de la grande vague de Kanagawa. Évidemment. Oui, mais fallait le dire tout de suite. T'as voulu m'avoir sur ce coup-là, mais ça m'est venu un peu tard. Mais voilà, c'est donc la grande vague de Kanagawa. Ça t'a pas fait penser à ça, visuellement ? Maintenant que tu le vois. Maintenant que je le vois, si, bien sûr, oui, un tableau qui date de 1830 ou 1831 de l'artiste Hokusai. Oui, bien sûr. Oui, on vous a pas dit, mais on va bientôt lancer un podcast une estampe japonaise, bien sûr, gravure évidemment. Sur bois, Nishiki-i. Ouais, je vois très bien. Mais j'apprécie qu'on ait des spécialistes dans cette émission. Oui, mais c'est pour ça, moi, tu sais, c'est pour ça que je parle pas beaucoup. Je te laisse faire le déroulé du film parce que évidemment que je connais tout et il faut juste que je cherche dans mon cerveau, quoi. Voilà, il faut toujours un peu d'expertise et c'est Bastien qui l'a pas dans cette émission, vous l'aurez compris. Voilà, il a cette capacité d'un seul coup à retrouver un artiste japonais et ça c'est C'était derrière Batman et Spider-Man, fallait que je le retrouve, c'est tout. Je suis vraiment navré que ça ait pris autant de temps. Bon, donc du coup ils se retrouvent dans leur canapé et finalement le pirate arrive avec son bateau de pirate. Voilà, basiquement. Et donc ils vont les récupérer et donc ils vont commencer à échafauder un plan. Et Emmett a une théorie qui est plutôt intéressante. Il dit en fait vous savez pas vous organiser en équipe, donc ce qu'il faut qu'on fasse pour passer inaperçu, c'est qu'on reproduise des trucs qui existent pour pas qu'on nous reconnaisse. Et donc, il a dans l'idée de fabriquer un vaisseau de transport qui peut rentrer dans la fameuse tour. Et alors, je te coupe 2 secondes, je suis désolé, mais on n'a pas parlé d'un personnage Lego absolument incroyable, qui est le cosmonaute. Ah mais oui, mais parce qu'il est maître constructeur, et là, il va avoir son importance. Et en plus, il est doublé en VO par Charlie D, si je dis pas de bêtises, qui est un acteur que j'adore, qui a joué notamment dans les Comment tuer son boss et qui joue dans It's Always Sunny in Philadelphia,
Une série humoristique absolument géniale que je vous conseille, que je ne saurais que trop vous conseiller si vous aimez l'humour à la South Park et où ça va loin et où on ne s'interdit rien. Une série qui, je pense, ne te plairait pas complètement, mais que je te conseille aussi quand même, parce que tu sais que j'aime te conseiller des choses Mais que je bien sais sûr. que tu n'apprécieras pas. Mais non, mais il faut se convaincre. On est là pour Absolument. ça. Donc voilà, fallait le dire parce que j'adore ce personnage et j'adore cet acteur. Et alors effectivement, donc c'est pour ceux qui situent pas, c'est le personnage cosmonaute, le premier cosmonaute Lego des années 80. Et donc lui, à chaque fois, il veut construire le vaisseau spatial de l'époque. Et à chaque fois, on lui dit non. On va construire une Et fusée. donc là, il dit on va construire une fusée. Et en fait, il dit oui, mais on va pas faire celui-là. Donc il est à nouveau extrêmement triste. Et donc en fait, il décide de fabriquer un engin de transport cargo qui va pouvoir rentrer dans la tour. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'ils ont besoin d'un hyperdrive. Et que Batman dit vous êtes bien gentil, on a fait ça, mais on n'a pas d'hyperdrive. Et là, on a le meilleur caméo du film, c'est-à-dire qu'arrive le Faucon Millenium avec évidemment le thème Star Wars. Absolument, mais c'est même ça, ils ont vraiment les musiques originales, c'est fou. Et donc le Faucon arrive avec Han Solo et ses 3 PO. Et donc Batman, lui, il veut absolument partir avec eux pour aller faire la fête. Oui, c'est ça, parce qu'ils vont partir pour faire la fête, etc. Et du coup, il leur demande, mais vous voulez pas venir faire la fête avec nous et tout le monde dit, bah non, on a un monde à sauver en fait. Et Batman, il fait, ouais, je viens. Ouais, je viens, vous avez une place pour moi. Oh, vous avez un beau costume. Où est-ce que vous avez trouvé cette cape? Sur quelle planète? Et Cool Tag, elle est un peu dégoûtée parce qu'elle se dit, putain, le mec nous abandonne en fait. Sachant que déjà à un moment donné, quand le monde des nuages explose, lui, c'est le premier à dire chacun pour soi. Oui, absolument. Et donc il y a un peu ce côté, il est un peu égoïste, Batman, et il s'en fout un peu des autres, quoi. Et donc finalement, donc il le voit partir, ils sont un peu tous abasourdis et dégoûtés, mais Emmett et Cool Tag commencent à se rapprocher. Il y a un peu ce truc de bon bah Batman est parti, il va tenter sa chance. Et en fait, il réapparaît derrière en disant non mais en fait je suis revenu, et donc on se rend compte qu'il a volé un hyperdrive, mais surtout il s'est barré parce que en fait il dit mais le robot c'était un mec, l'autre robot c'était un mec, et ils font que jouer aux échecs transparents. Donc c'était nul, donc du coup il est revenu. Donc ils ont l'hyperdrive. Et donc à ce moment-là, on rentre dans la dernière partie du film où ils vont rentrer dans la tour de leur business avec ce fameux vaisseau qu'ils ont construit à l'identique des autres. Donc ils vont rentrer. Alors d'ailleurs pour rentrer, il faut qu'ils convainquent le garde. Donc on a Batman qui lui envoie un batarang et après il doit appuyer sur un bouton avec un batarang et il en envoie genre 50 avant d'y arriver. Et il dit ouf du premier coup. Et ça, je pense que c'est une parodie alors je pense que c'est un clin d'œil aux jeux vidéo d'Arkham. Ah mais c'est sûr. Parce que Arkham, il y a combien de fois avec le batarang que j'en ai lancé pour pouvoir atteindre le bouton les batarangs télécommandés là à 2 francs. Mais je me demande si c'est pas un clin d'œil à ça quand même. Alors je vais m'avancer sur un truc, j'ai pas vérifié, mais je suis sûr à 90% que c'est le même sound design quand il lance un batarang dans le jeu et sur cette scène. Ça serait incroyable. Donc je te rejoins, c'est évidemment pour moi une référence à ça, donc c'est assez marrant. Donc ils finissent par rentrer. Donc là on a l'infiltration dans l'usine. Alors là aussi c'est à mourir de rire. On a une scène par exemple où ils font du bruit pour attirer des gardes dans le couloir, le pirate et je sais plus qui. Et quand ils arrivent, le pirate s'est transformé en photocopieur. Et les 2 gardes, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient pour se scanner le cul dans le photocopieur. Et c'est vraiment, mais c'est que des conneries comme ça, quoi. Incroyable. Et puis voilà, Cool Tag, elle arrive à prendre le contrôle du centre de sécurité. Et l'astronaute, lui, son boulot, c'est de déverrouiller un bouclier. Et il est face à un ordinateur parlant et il lui demande de déverrouiller le truc et l'ordinateur ne comprend pas ce qu'il lui dit. Et pendant ce temps-là, on a Batman et Emmett qui, eux, doivent, à l'aide du grappin, accéder au tube de colle pour finir par enfin mettre ce fameux bouchon, c'est la pièce de résistance qu'il a collée dans le dos. C'est ça, finalement, c'était le bouchon de la colle. Exactement. Donc finalement, ils finissent par se coordonner et au moment où ils pensent y arriver, finalement, ça fonctionne pas parce que ils se font prendre à revers par leur business et ses sbires. Et du coup, Emmett, voyant que Cool Tag va se faire avoir, il va pas jusqu'au bout de son action parce qu'il préfère essayer de la sauver. Donc ils se retrouvent tous pris les uns à travers les uns avec les autres et ils sont arrêtés entre guillemets et amenés dans une grande pièce dans laquelle en réalité on se rend compte que Lord Business il retient prisonnier tous les maîtres constructeurs. Ouais, c'est ça. Avec cette idée que du coup ils peuvent lui apprendre à faire des trucs qui n'existent pas sur les plans légaux, mais ils ne peuvent pas les faire sans lui. C'est ça.
Donc du coup, il va, et à un moment d'ailleurs, il est question, on l'a pas dit, mais pour infiltrer la base, il demande à Batman d'y aller en Bruce Wayne. Et Yen il dit, mais c'est qui Bruce Wayne? C'est ça. Et Bruce Wayne, il y va en mode, quoi, vous voulez faire une fête et vous n'avez pas de super son, vous n'avez pas de basse 5.1? Et donc du coup, il demande au mec de les créer. Et d'ailleurs, ça, il y va avec son assistante qui est Unikitty déguisée. Exactement. Et le personnage de Bruce Wayne, le Lego qu'ils ont choisi, c'est clairement Christian Bale. Hein. Enfin, Ouais. je sais pas ce que tu. Moi, pour moi, c'est vraiment la minifig de Christian Bale en Lego, quoi. C'est la même gueule. Il y en a eu une de minifig Bruce Wayne, parce que je sais qu'il y en a eu une Batman pour The Dark Knight et pour peut-être Rises, mais surtout The Dark Knight. Je sais pas s'il y en a une, mais il a dû en avoir une, ça doit être celle-là. Vraiment, il a la gueule de Bale, quoi. De toute façon, après, si tu dis que ce soit en VO, même si c'est pas Christian Bale, ou en VF, ils reprennent vraiment ces mimiques-là. Je pense qu'effectivement, ils ont dû beaucoup. Enfin, ça se sent qu'ils sont beaucoup inspirés de la vision du Batman de Nolan et Bale. Totalement. Donc, du coup, ils finissent par tout s'arrêter. Donc là, on se dit que ça va être un peu la fin. Enfin, on voit pas trop. Et Vitrius, il se fait torturer. Et donc, il lui coupe la tête, Vitrius. Et il y en a donc Vitrius. Il faut savoir que Vitrius, c'est un des seuls personnages, quand il ouvre les yeux, il a les yeux blancs lumineux. C'est genre ça. Comme s'il était touché par la grâce, quoi. Et donc, il dit Emmett, je vais t'expliquer la prophétie. Ce que je vais te dire va changer à jamais le cours de l'histoire. Et là, il meurt. C'est tellement bête. Et ça, c'est vraiment la parodie absolue du personnage qui meurt au moment de donner une révélation, quoi. Et donc, il se retrouve, Emmett, accroché à une pile 9 volts. Et qui est elle-même reliée à un compteur. Et là, moi, ça m'a fait rire parce qu'en fait, ça compte jusqu'à 100 et à 100, c'est censé déclencher l'arme et donc coller à peu près tout le monde partout. Et en fait, le compteur se fait en Mississippi. Et moi, j'ai été chercher pourquoi. Alors, j'ai appris que aux États-Unis, c'est un truc qu'on utilise parce qu'a priori, pour dire le mot Mississippi, il faut à peu près 1 seconde. Donc, c'est pour ça que c'est fait. Mais moi, je sais pas toi, mais moi, ça m'a fait penser à une référence à The Big Bang Theory. Il y a un épisode dans lequel il y a un médecin avec lequel travaille Penny qui veut absolument compter en Mississippi. Et en fait, il se sert de ça pour toucher les patients. Il dit, je vais vous toucher pendant 10 Mississippi, pendant 15 Mississippi. Alors, je sais pas s'il y a une ref ou pas, mais moi, ça m'a fait penser à ça. J'en ai aucune idée et j'ai pas j'ai pas assez apprécié, je pense, enfin en tout cas pas autant que toi, The Big Bang Theory pour avoir retenu toutes les petites vannes comme ça. Je l'admets. Je suis franchement pas sûr que la ref est là, mais moi, ça m'a fait après, penser à si ça. se trouve, non, je sais que le côté compter en Mississippi, c'est assez connu dans les films quand tu les vois en VO, etc., que ce soit des séries. Il y a souvent la maman pour dire à son enfant, genre, faut pas que tu bouges pendant tant de temps. Allez, 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Et je savais du coup ce que tu as expliqué sur le fait que, en gros, Mississippi, ça dure 1 seconde, donc ça permet de compter comme ça pour aller plus vite. Mais sinon, à part ça, en termes de référence, là, j'avoue, j'ai pas été chercher. Pour moi, c'était juste une vanne sur le côté Mississippi. Mais oui, c'est sans drôle. plus, quoi. Surtout quand elle commence le compte, elle dit 99 Mississippi, 98 Mississippi, 97 Mississippi, etc. Et elle arrête de compter. Et c'est très très drôle, quoi. Et donc finalement, on comprend que cette machine, elle est reliée à la pile. Et donc Emmett, il va réussir tant bien que mal à se sortir de là où il est, et il va se jeter par la fenêtre de la tour, sachant que quand il se jette dans la fenêtre de la tour, il tombe, je me rappelle plus le nom qu'il donne, mais dans le trou infini, en gros. Une espèce de vortex là. Ouais. Voilà, et donc il saute là-dedans, et pour décrocher la pile et faire en sorte que le truc, voilà, il se sacrifie. Monde, entre guillemets. Et donc il tombe, et c'est très drôle parce qu'il tombe pendant très longtemps, et à un moment il dit mais en fait je vais jamais arrêter de tomber. Et donc finalement il parvient à arrêter de tomber, et eux pendant ce temps-là, les autres, du coup comme ça a débranché le truc, ils se retrouvent libres, les maîtres constructeurs. Et donc ils vont essayer d'aller en ville pour se défendre, et ils vont notamment servir d'un truc dont on n'a pas parlé, c'est que tous les jours à la télé dans la ville, ils diffusaient la même émission, mais où est mon pantalon? Et c'est vraiment c'est une parodie des sitcoms, oui, avec une seule réplique, c'est chérie, où est mon pantalon? C'est la tagline, quoi. Et du coup, ils vont sur le plateau, ils défoncent les comédiens, et Cool Tag, elle prend un message en disant voilà ce qui va se passer. En fait, aujourd'hui, ce qu'on l'a pas dit, mais il se sert du prétexte le mardi des tacos. Où les tacos sont gratuits. Mais c'est vrai que ça aussi, ça avait aucun sens quand c'était tellement absurde en termes de première lecture. Mais c'est ça. Alors et à un moment, c'est vraiment le jour où tout doit arriver, quoi. Et en fait, on comprend que le jour l'acronyme du projet, ça fait le mot tacos avec un K.
C'est pour ça qu'il appelle ça le mardi des tacos. Et elle dit voilà, ça ne serait pas le mardi des tacos, mais en fait, il faut que vous construisiez, faites appel à votre créativité pour faire des trucs pour les contrer. Et si vous y arrivez, ça deviendra le lundi de la révolution. Même si on est mardi. et en fait, c'est que des trucs comme ça, quoi. Génial. Et donc, finalement, on rentre dans la dernière partie où ils vont livrer un combat. Et là, pour moi, on est totalement dans Avengers. C'est-à-dire qu'il y a combat entre les méta-humains, qui sont les maîtres constructeurs, et les machines. Et je trouve que c'est vraiment bien. Ah oui, mais ça rend super bien. Ça rend super bien. Mais ça serait pas Lego, ça rendrait pas aussi bien. Mais totalement. Pour le coup, moi, tu vois, encore une fois, je rapproche ça un peu des films Transformers de Michael Bay, dans le sens où non, j'aime pas Michael Bay, je vois pas de quoi vous parlez. Ça fait que 20 fois que je le cite. Mais ce que je veux dire, c'est en termes de comment dire, d'effets spécial sur la façon dont tout s'imbrique d'un coup. Pour le coup, on peut pas lui tirer ça dans les. Beau. Oui, je sais, je suis comme ça. Quel talent. Je suis un peu un poète, mais tu sais, comme la vague de Kunonawa. Et je sais des choses, je te rappelle. Et donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que tu me fais perdre le fil, imbécile. Pardon. Tout ça en termes d'effets spéciaux, voilà, la façon dont les briques se détache, s'attache et s'emprisonne. Faut que j'arrête, je suis fatigué. J'ai même pas relevé. non mais tais-toi, Bastien. Allez, on reprend un peu de sérieux, excusez-moi. C'est la fatigue, c'est la fatigue. Le problème, c'est que quand il dit ça, il n'y arrive pas. C'est comme des fois il dit je reprends le fil de ma phrase et il ne la finit pas. Si, je vais y arriver. Je le connais depuis 20 ans et je connais la fin de cette théorie. Taisez-vous. Non, ce que je veux, non mais. C'est terrible. Je vais y arriver, je vais finir par dire ce que je veux dire, mais sauf que ça n'aura aucun sens. Et pour tous les gens qui en ont marre et qui doivent être en train de dire bon, tu vas la cracher ta Valda, je vais accoucher, je vais la cracher, vous inquiétez pas. Ce que je voulais dire, c'est que en termes d'effets visuels, ça me fait beaucoup penser à la façon dont les Transformers se transforment dans les films de Michael Bay. Ou s'il y a un truc qu'on peut pas lui retirer dans ces films-là, c'est les effets spéciaux propres aux robots quand ils se transforment en véhicules ou inversement. Donc voilà, moi c'est juste à ça que ça m'a fait penser. Donc vraiment tout ça pour ça, mais je trouvais important. En tout cas, pas illogique d'en parler. Non, mais en plus, tu as totalement raison. Il y a vraiment une référence. Moi aussi, ça m'a fait penser à ça. Et j'aurais presque aimé qu'ils y fassent une référence plus marquée. Ouais. Tu vois, par exemple, j'aurais aimé voir un camion qui se transforme en robot, tu vois. Sans que ça soit la licence Transformers, on aurait compris le clin d'œil. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de rapports à ça. Et finalement, il va se passer un truc, c'est que Emmett va finir sa fameuse chute infinie. Et en fait, il va tomber par terre, mais sur le sol d'une vraie maison. C'est ça, d'une maison humaine. Et là, on se dit, humaine. Mais qu'est-ce qui se passe ? D'un coup, on est on n'est plus dans le monde des Lego. Et on va voir qu'il est ramassé par un gamin. Et c'est marrant parce que quand on voit les choses du point de vue d'Emmett, l'image elle est un peu floue, un peu étrange. Il y a un point qui est fait vraiment uniquement sur le centre de l'image. C'est ça, parce que du coup je crois qu'Emmett à un moment donné, plutôt dans le film on l'a pas dit, mais avait parlé de celui qui est en haut. Oui, quelque chose comme ça, celui du haut. Et en fait là il est tombé vers le bas. Celui d'en haut, exactement. Celui d'en haut, voilà. Il est tombé vers le bas et quand il se réveille, il voit une personne géante que nous du coup on comprend être un enfant tout flou. Et du coup, lui, il va se dire, oh, c'est celui d'en haut. Quelque chose comme ça, je exactement. crois. Et donc, du coup, là, on va avoir un point de vue tout nouveau sur le film, même s'il avait déjà été sous-entendu, tu l'as dit, dans les reliques qu'avait Lord Business. C'est-à-dire que on va se retrouver avec la vision, cette fois, de l'enfant, qui en fait est en train de jouer au Lego sur un immense set de Lego. Qui est vraisemblablement fait par un adulte parce qu'on comprend que les constructions sont extrêmement complexes, quoi. Et en fait c'est une ville immense et d'un seul coup on va se rendre compte que tous les personnages qu'on a vus ils sont posés dans la ville un peu à l'arrache parce qu'ils sont en train de se battre, etc. Et là on a un adulte qui descend dans la pièce parce que la pièce est en sous-sol. Et on se rend compte que c'est le père de l'enfant et c'est clairement Lord Business en fait. Et c'est Will Ferrell, donc l'acteur, et c'est Will Ferrell qui double Lord Business en VO. Et ben voilà, donc la boucle est bouclée et c'est la même VF évidemment. Bien sûr. Et donc en fait, le film d'un seul coup va passer dans un message beaucoup plus réel, c'est-à-dire que le père va dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Il faut pas toucher à ça, c'est pas des jouets. Et alors le gamin lui répond d'ailleurs bah si c'est des jouets, quand on a acheté ça sur la boîte il y avait marqué 7-14 ans. C'est assez drôle dans la VF, il insiste là-dessus. Oui, c'est clair.
Et en fait, le père lui dit oui, je sais que c'est compliqué pour toi à comprendre, mais pour moi, c'est autre chose que des jouets. Et en fait, là, d'un coup, le film, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je l'aime aussi beaucoup. C'est qu'en fait, il remet en perspective le rapport qu'on a aux jouets. Qu'est-ce que c'est un jouet? Est-ce que c'est un truc qui est fait uniquement pour jouer ou est-ce qu'il y a un aspect collection? C'est un truc qu'on a eu quand on était enfant. Qu'est-ce qu'on en fait quand on grandit? Et je pense que toi et moi, on est assez sensible à ce sujet-là. Carrément. On reste des collectionneurs. On fera un épisode sur la saga Toy Story pour en parler. Voilà, par exemple. Et en fait, je trouve que le film, il est intéressant là-dessus, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a marché, c'est que ça fait écho à plein de gens. C'est-à-dire que nous-mêmes, on continue de temps en temps, et pas plus tard que très récemment, d'acheter ce qui s'apparente à des jouets, mais pour en faire cette fois de la collection. Et forcément, un enfant, lui, il n'aura jamais cette logique. Un enfant, un jouet, c'est fait pour jouer. C'est clair. Et je trouve que c'est intéressant la manière dont c'est amené. Donc, dans un premier temps, le père, lui, il est totalement obtus en disant bah, tu veux jouer, on va jouer à un truc, c'est que tu vas tout remettre comme avant. Ouais. Et on se rend compte d'ailleurs qu'en fait, dans la fameuse pièce dans laquelle ils sont, il y a la ville au milieu, il y a tous les autres mondes autour. En fait, tout ce qu'on a vu dans le film, en fait, tout ça, c'était le. Comment t'as appelé ça c'était vraiment l'exposition le diorama du père. Le diorama du père père qui était sublimé par l'imagination du gamin. Et c'est ça qui est assez fantastique. Parce qu'en fait, d'un coup, c'est tout le cœur par du exemple, film, en fait. ce qui est intéressant, il y a un plan à un moment où on voit la ville vue de dessus en vrai avec Batman et tout. Et en fait, le rapport d'échelle est pas du tout le même. C'est ça. Parce que, bah oui, forcément, il a pas une pièce de Lego aussi grande que ce que le gamin imagine. Et donc, il va y avoir ce truc de le père, lui, il veut pas en entendre parler. Et en fait, on se rend compte que c'est le père qui veut tout coller pour justement éviter que son fils ne déplace sa construction en jouant avec. Et finalement, et c'est le seul truc que je trouve un tout petit peu dommage dans le film, c'est que ce qui fait changer d'avis le père entre je veux tout coller et je suis OK pour jouer avec, bah, moi je trouve que ça marche pas. C'est trop brut. D'un coup, il passe de bah, je veux tout coller. Et le personnage d'Emmett est sur son bureau, il fait en sorte de tomber par terre et son fils le ramasse. D'un coup, il est OK pour le faire. Parce qu'il regarde les créations qu'a fait son fils. Et je trouve que c'est pas hyper bien amené dans le montage. C'est vraiment, je chipote, hein, c'est pas grand chose. Ouais, tu chipotes un peu, je pense, effectivement. Mais. Non, mais sans non, vouloir, mais... Parce que moi, je trouve que ça fonctionne bien dans le sens où finalement, c'est son enfant qui lui donne une leçon. Oui, ça, je suis d'accord. Je trouve que ça fonctionne bien parce qu'en fait, c'est quand il voit l'insouciance de son fils, le fait que son fils, en fait, tu vois, Lord Business est montré vraiment comme un businessman, cravate, costume, très carré, un peu comme le personnage principal de The Game au début, hein, dont on a déjà parlé. Il est très dans le travail, et quand le père descend et qu'on le découvre, etc., il est également en costume cravate. Et il est dans vraiment ce cliché du père qui travaille, qui n'a pas le temps de s'amuser, qui n'a pas le temps de jouer avec son fils. Et du coup, moi, je trouve qu'il y a une réflexion aussi là-dessus. Là, pour une fois, c'est comment dirais-je, c'est les enfants qui sont, c'est l'insouciance de l'enfant qui réveille, en fait, qui rappelle la nostalgie du père de dire, bah oui, mais en fait, pourquoi je me fais chier à collectionner tous ces trucs et tout. Ok, c'est bien beau quand c'est collé, mais c'est pas plus super génial. Clin d'œil de jouer. Non, je suis totalement d'accord avec toi sur le message et ça, le message, tout ça je partage. Je trouve juste que là c'est vraiment, je pense que c'est surtout du montage. Le passage entre il a pas envie du tout de changer et finalement il joue avec son fils. Je trouve que ça se fait en 45 secondes. Et je trouve que c'est un peu, ça manque d'un élément de bascule. Maintenant, je suis totalement d'accord avec toi sur le message. Ça, c'est pour ça. Ok. Alors, il faut quand même revenir un petit peu. On l'a pas dit, mais donc du coup, on va voir que donc on a dit Emmett, il est tombé dans un espèce de truc un trou infini. Et en fait, ce truc, il a été fabriqué par le gamin. C'est un espèce de tube Lego qu'il a fabriqué avec plein de couleurs et tout. Et donc, il va se servir de ça. Il va le renvoyer dans son monde imaginaire. Face à Lord Business. Et là, ils vont avoir une discussion. Et en fait, c'est ça, pour le coup, c'est bien fait. Parce que la discussion entre le père et le fils, elle est transposée dans les Lego entre Emmett et Lord Business. Et donc, finalement, il va réussir à le convaincre que bah, c'est mieux de jouer parce qu'il va se rendre compte qu'il a fait plein de créations incroyables sans suivre la notice. Qu'en fait, comme tu dis, c'est l'insouciance, c'est la créativité qui a parlé plutôt que le respect des règles. Et donc, finalement, il va accepter de jouer avec son fils et de faire de cet endroit un espace de jeu et de créativité et non plus un espace de business, quoi. Oui, un espace régulé par non, ça doit ressembler à ce qu'il y a sur la boîte. Tu t'en tiens à ce qu'on te dit de faire.
Exactement. C'est comme ça que tu construis ça, tu mets la pièce A dans la pièce B, et puis c'est tout, tu mets pas la pièce B au-dessus de la pièce A, c'est pas possible. Absolument. Et donc du coup, ils finissent par se convaincre. Donc le projet de Lord's Business dans le monde imaginaire des Lego s'arrête puisqu'il il rebouche le tube de colle et Lord's Business accepte d'annuler son projet, comme le père avec son fils. Et donc il renvoie finalement Emmett dans la ville. Et là, il y a une scène qui est très drôle parce que Emmett retrouve tous ses camarades et notamment retrouve Cool Tag, dont on n'a pas dit, mais elle avait reconnu que son vrai nom était Lucy, parce qu'on nous évoque au début du film qu'elle a eu plein de surnoms ridicules jusqu'à Cool Tag. Et donc, il y a une scène où ils parlent tous les deux, et là, il y a Batman qui les regarde un peu de loin, genre en mode, il est un peu jaloux. Et il y a cette réplique, et là pour le coup, la référence elle est incroyable. Alors je sais pas ce qu'il dit en VO, mais en VF il dit c'est lui le héros que tu mérites. Et là pareil, c'est totalement une ref à la fin de The Dark Knight. Et donc on comprend qu'il accepte qu'elle ait une relation avec Emmett et plus avec lui. En même temps, il est vraiment dépeint comme un loser. Batman, carrément. Mais ce qui est marrant, c'est assez marrant puisque du coup, c'est un enfant qui le dépeint comme ça. Totalement. Finalement, parce que finalement, tous les événements du film, tout ce qu'on a vu, c'est l'imagination, c'est l'enfant qui jouait avec les Lego de son père. Mais c'est totalement ça. Ça, c'est fou. C'est fou parce qu'en fait, finalement, le réalisateur du film, c'est un peu méta, mais le réalisateur du film, c'est l'enfant en fait. Mais totalement. Le réalisateur de ses aventures, de ses propres aventures. On en revient vraiment, encore une fois, comme tu disais, à la place du jouet dans l'enfance. Qu'est-ce qu'on fait avec les jouets ? Et pour moi, c'est ça le coup de génie du film. C'est-à-dire que Lego, ils ont réussi à faire un produit cinématographique qui dit à leur public principal, à savoir les enfants, quand vous jouez avec des Lego, vous faites des films, donc vous pouvez faire des films. En fait, il y a vraiment un truc pour vendre le produit, il n'y a pas mieux. Pour moi, c'est d'un point de vue marketing, là, je fais une petite parenthèse en sortant du film en tant que tel. Ce film est génial pour ça. C'est-à-dire que Lego, ils ont tout réussi. Parce que derrière, c'est bon pour l'image de marque de l'entreprise, c'est bon pour les produits, et puis ça peut que donner envie. Je veux dire, clair, n'importe quel gosse qui a vu ça, en sortant de la salle, il voulait jouer et acheter des Lego. Ah bah c'est sûr. Oui. Et je trouve que c'est génial, et ça n'a pas toujours été le cas. On a déjà vu des films ou des séries dérivées entre guillemets de produits commerciaux. C'est pas toujours des grands succès. Là, c'est parfaitement bien fait du début à la fin. Ah oui, c'est clair. Et alors moi, j'ai l'impression, et je me trompe peut-être, tu vas me dire si t'es d'accord, sur le fait que c'est ce film qui a un peu remis Lego en avant en termes de jouets, quoi, justement. Parce que j'ai réfléchi, mais tu vois, moi, les Lego qui m'intéressent aujourd'hui, c'est évidemment plus les Lego pour jouer. Moi, je vais prendre comme toi les Lego, on va rester sur Batman, mais les Lego Batmobile adaptés des films, que ce soit le film de 89, le film de 2008, le Lego Telly Bugle, toutes ces choses-là. Je les vois vraiment, pour le coup, j'ai la vision du père en termes d'objets de collection, tu vois. Et j'avais pas cette envie-là, j'avais pas ce côté-là avant de voir le film, je pense. En tout cas, à l'époque où j'ai vu le film, donc en 2014, j'étais pas dans ce trip-là. Et comme je l'ai dit plus tôt, moi, j'ai jamais été trop Lego de base quand j'étais petit. Et en fait, j'ai l'impression que Lego, depuis ce film, a vu le succès que ça pouvait avoir au sein des gens de notre génération et des plus vieux. Et du coup, ils continuent d'être vachement dans ce truc-là. Ils sortent vraiment de plus en plus. J'ai l'impression qu'il y a moins de Lego pour jouer maintenant que de Lego à monter pour exposer. Alors, tu vois ce que je veux dire ? Pour répondre un peu à ça, il se trouve que j'ai un peu étudié le sujet dans le cadre de mon métier. J'ai été amené à travailler sur cette question-là. Je le savais. Il faut voir qu'au début des années 2000, Lego a failli faire faillite. Il y avait un délire très comme compliqué, ça. Ouais. Parce que à l'époque, le patron de Lego, il avait dans l'idée qu'il fallait innover et donc faire des pièces nouvelles pour pouvoir proposer des modèles nouveaux. Et sauf que la rentabilité de Lego, elle vient du fait qu'on peut construire n'importe quoi avec des pièces qui sont quasiment toutes les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a quelques dizaines ou centaines de moules différents, mais en gros, on change juste la couleur et en imbriquant des pièces similaires, on arrive à faire des trucs nouveaux. Et pendant un temps, Lego a voulu aller vers créer des nouvelles pièces pour attirer des nouvelles personnes. Cette stratégie n'a pas marché parce que ça coûtait plus cher à produire et on en vendait moins. Et Lego a eu la très bonne idée, et c'est dépeint dans le film, on l'a d'ailleurs dit, à la fin des années 90, de réfléchir à l'idée de faire de la licence. La première licence qu'ils ont rentrée, c'est Star Wars, à la fin des années 90. Ça a été un succès colossal. Ça continue de l'être. Et à partir du milieu des années 2000, quand l'entreprise a commencé à relever un peu la tête de l'eau, il a été pris 2 décisions stratégiques. On revient à des briques de base, donc on arrête de faire des pièces complexes à faire,
on fait les pièces qui coûtent le moins cher et on sort des nouveaux sets et on les associe à des licences. Donc on a vu arriver Star Wars, on a vu arriver Batman, on a vu arriver Harry Potter, Marvel. on a vu arriver Marvel, on a vu arriver tout un tas de licences dont on a parlé et qu'on a vu dans le film. Le basket aux États-Unis, par exemple, moi je me souviens des Lego de foot de la Coupe du Monde en 2002. Enfin, on a fait plein de choses autour des licences avec cette idée que ce qui va plaire aux gens, c'est la construction rattachée à un univers qu'ils connaissent. Et à côté de ça, on continue à développer nos propres thèmes, Lego City par exemple, Oui, les trucs des astronautes dont on a parlé dans le film, etc. Et Et effectivement, quand Ninjago, les Lego, ils en parlent à un moment, ils montrent les Bionicle au tout début du film, Ouais, c'est vrai. les Lego techniques, etc., etc. Et en fait, Lego, ils ont petit à petit réussi à faire ça. Et là où tu as raison, c'est que la force de Lego aujourd'hui, c'est marrant parce qu'en 2014, ils ont été élus par le Time Magazine l'entreprise la plus puissante du monde, Lego. C'est l'année de la sortie du film. Bah oui, c'est pour ça. Lego était à son prime. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui va très bien. Hein. Ils font plusieurs milliards de chiffre d'affaires par an. C'est une très grosse boîte qui marche bien. Et là où tu as raison, c'est qu'ils ont réussi à faire une transition. C'est-à-dire que Lego, ils ont compris que leurs consommateurs des années 2000-2010, c'était des enfants ados. Et ils ont compris que ces gens-là, aujourd'hui, ils ont notre âge, c'est-à-dire entre 30 et 40 ans, et ils ont plus de pouvoir d'achat. Ils aiment toujours les Lego et ils aiment toujours les mêmes licences. Et donc, du coup, ils ont séparé leur gamme en deux. Il y a toujours une gamme enfant, mais il y a ce qu'on appelle la gamme kidulte. Alors, je déteste ce mot, mais c'est dégueulasse. C'est le terme marketing utilisé. Eh ben, dis donc. Et effectivement, et tu as raison, quand on regarde le catalogue Lego, aujourd'hui, ils ont énormément de modèles qui sont à destination des adultes. Qui sont toi et moi, par exemple, qui ont plus d'argent, qui sont prêts à mettre 300, 400, 500 euros dans un Lego. Oui, mais après réflexion quand même. Hein. Après... Non, mais je veux dire, c'est un truc qu'on faisait pas enfant. Ah bah T'achèterais pas un Lego à 600 balles à un enfant de 12 ans? Non, et puis surtout, en tant qu'enfant, moi je demanderais pas un Lego à 600 balles à mon père. On est bien d'accord. J'aurais jamais demandé un Lego complexe, entre guillemets, Batmobile, parce que du coup, le but c'était de jouer. On est d'accord. Et donc, du coup, ils ont réussi à. C'est vraiment tout le propos du film d'ailleurs. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a. Le film, c'est un très bon schéma de comment Lego a évolué, comment Lego est perçu par les enfants et les adultes. Et aujourd'hui, force est de constater que ça continue de marcher. C'est toujours une des entreprises leaders du marché du jouet mondial. Et c'est une entreprise qui va plutôt bien. Alors, ils ont d'autres problèmes, on ne va pas rentrer dans le débat maintenant. Ils ont d'autres enjeux, en tout cas. Mais de ce point de vue-là, du point de vue de l'évolution de la marque en 25 ans, c'est génial ce qu'ils ont fait. Et effectivement, le film, c'est super génial. Je vais la faire 4 et le film nous le rappelle. Donc voilà, vraiment, moi je trouve que ça fonctionne. Le message, il est bon. Visuellement, c'est génial. On s'amuse, on passe un bon moment. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Non, mais en plus, comme tu l'as dit, le film n'est pas très très long non plus. Hein. Mais moi, encore une fois, ce qui m'a vraiment marqué, c'est aussi le côté où c'est l'enfant qui fait évoluer son père, finalement. Ouais. Où là, le père se rend compte finalement des limites des règles de construction, en tout mais cas bien sûr. Des règles en général, quoi. Finalement, c'est une critique un peu plus large. J'ai bien aimé le côté du film sur le côté réflexion, sur le fait que pour créer quelque chose, tu peux t'appuyer sur des choses déjà existantes ou créer de toutes pièces une nouvelle chose. Mais même en t'inspirant de choses existantes, tu aboutis à quelque chose de nouveau qui t'appartient. De toute façon, il y a tellement de choses qui ont déjà été faites, elles sont presque intériorisées finalement par tout le monde. Et du coup, tu n'es pas forcément conscient de leur place dans ton processus créatif. Notamment, tu vois, je pense à l'écriture, je sais que tu écris beaucoup. J'ai vraiment ce sentiment-là que de toute façon, tu vois, c'était un peu le sujet d'un cours que j'avais à la fac, où finalement on te disait, mais de toute manière, il y a tellement de choses, quasiment tout a déjà été fait. Donc forcément, c'est très difficile aujourd'hui de créer quelque chose de neuf, mais faut pas avoir honte de te dire, bon bah voilà, si je veux écrire un film d'action, un truc, ok, bon bah il y a eu carrément beaucoup trop de films d'action. Mais ça veut pas dire que moi, mon film d'action, il va pas être novateur sur autre chose. Je vais pas lui apporter quelque chose au genre. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je trouve que c'est vachement important. Et donc, oui, voilà. C'est ça que je voulais dire. J'ai vraiment aimé cette partie-là du message parce que c'est vrai que, tu vois, là, le film date de 2014, mais aujourd'hui, en 2025, c'est un reproche. Je suis désolé, je vais rester sur Marvel, mais qu'on fait beaucoup à Marvel, et on est en droit de le refaire, c'est qu'il y a plus d'innovation. Les mecs, en fait, se reposent sur leurs acquis et surtout n'arrivent pas à faire quelque chose de neuf. Et quand je dis Marvel, je pense à Disney. Disney, aujourd'hui, c'est des remakes, des live-action, des reboots. Il n'y a plus ce côté où, waouh, ça, je ne l'ai jamais vu. Ou, oh tiens, ce personnage-là, je l'ai jamais vu.
Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est vrai que le film a un peu ce message-là, à partir de choses connues de tous, on peut créer des choses nouvelles. Effectivement, t'as raison, créer des choses nouvelles, plus le temps passe, par définition, plus c'est difficile, puisqu'on est de plus en plus à créer, donc difficile de trouver de la nouveauté. Mais à partir de choses existantes, on peut faire des choses différentes. Ce qui est paradoxal avec Marvel, tu as totalement raison sur l'évolution de Marvel, et pourtant, quand on voit le Spider-Verse des 2 films animés, on se dit qu'il y a la place de faire des choses nouvelles, d'innover justement. Lego, c'est un film qui innove sur la forme, c'est aussi un film qui innove un peu, pas sur le fond de l'histoire, mais sur la manière de la raconter. Parce qu'effectivement, c'est rare que ça soit sur l'enfant qui donne une leçon aux parents. Oui, mais c'est ça. Rarement, là, l'enfance, elle est mise vraiment en avant positivement. C'est vraiment agréable, quoi. Mais totalement. Si je fais un parallèle un peu, ça va surprendre, mais prends Maman, j'ai raté l'avion, on montre l'enfant comme, ok, il se protège, mais il fait des conneries. Oui. C'est ça qu'on nous montre, c'est le côté gaguesque. Là, ce qu'on nous montre, c'est en fait, quand t'es enfant, ton insouciance te permet d'avoir une créativité plus forte, parce que t'as moins de références d'abord, et puis parce que t'as pas honte d'essayer de faire des trucs. Et c'est ça, l'insouciance, en fait, c'est la force de la création. C'est un peu ça qu'on nous dit. Moi, il y a aussi le côté, effectivement, on te dit, mais attends, c'est pas grave, te prends pas la tête, fonce. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire, n'aie pas peur de faire des choses. Je suis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Et je trouve que le message est ultra positif pour les gens qui veulent créer des choses, que ce soit de l'écriture, que ce soit des sculptures, que ce soit... En fait, c'est un peu une ode à la créativité et à l'art avec un grand A, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je l'ai vachement pris comme ça, quoi. C'est en ça que le coup de génie est définitif pour Lego, c'est que du coup, ils associent à juste raison leur marque à ça. Ouais. Les produits Lego, c'est ça. Moi, j'aime rien offrir de plus que ça à des gamins. Je veux dire, quand je dois faire un cadeau à quelqu'un, je suis ravi de faire des Lego. On a le droit de dire que t'as un enfant. Alors ok, première nouvelle. Donc j'ai qu'une hâte, c'est qu'il soit assez grand pour lui acheter des Lego, tu vois. Enfin, je veux dire, ça fait partie des... Tu te calmes déjà. Non, mais tu ne lui imposeras pas de Lego Batman, ce sera Spider-Man. C'est tout. Si, il y aura des Batman, mais ça, je le ferai quand tu seras pas là. Mais non, mais je veux dire, tu vois, je trouve que Lego, c'est aussi la maestria de ce truc-là, c'est que ils ont vraiment bien mené leur projet du début à la fin. Ils ont très très largement participé au financement. Ils ont quasiment tout financé à hauteur de 60 millions d'euros, de dollars, on l'a dit. Donc ils ont quand même, c'est un gros investissement. Bien sûr. Mais derrière, ça a été énorme en termes d'image, en termes de retombées financières. Et je veux dire, ils ont tout gagné. Et moi, je me souviens à l'époque, les 7 Lego qu'ils ont sortis du film, ils étaient vachement bien. Il y avait alors, vraiment je me souviens pas des 7 Lego parce que moi je me souviens plus du jeu vidéo. Alors je l'ai pas fait, mais je sais qu'à l'époque, parce que Lego c'est aussi des jeux vidéo, hein, on l'a vite fait mentionner tout à l'heure. Mais moi je sais que Lego, parce que moi tu vois, contrairement à toi, j'ai pas trop grandi avec les Lego. Je sais que mes parents m'en avaient offert des Lego spatiaux, des Lego un peu science-fiction. J'en ai vu pas Mars mal. Mission. Sans doute, ouais. C'est ça notre génération. Les vaisseaux étaient noirs avec des espèces de... Le vert, enfin, ce qui était censé représenter le vert du vaisseau était un peu vert-violet. Et je les ai défoncés. Alors, défoncés, dans le sens bon, alors déjà, j'assume, hein, j'étais pas forcément le plus soigneux en termes de jouets. Mais à côté de ça, j'avais vraiment ce côté, oui, d'accord, c'était intéressant de les construire, mais moi, ça m'intéressait pas du tout. Moi, je voulais jouer avec, et c'est-à-dire que dès que je jouais un peu comme je pouvais jouer avec mes Action Man, du coup, les Lego, ils tenaient pas le coup, hein, tu vois. Et du coup, j'ai jamais eu cette attache-là au Lego. Et moi, Lego, la première attache que j'ai eue, ça a été vraiment les jeux vidéo, notamment le jeu vidéo Lego Indiana Jones sur PSP, représente bis. Donc voilà, et où j'ai passé vraiment un super moment, et où là, j'ai redécouvert un peu finalement les possibilités que pouvait offrir Lego, et j'ai trouvé ça vachement bien. Mais là, le film était aussi un bon moyen pour eux d'aller trouver un nouveau public et d'aller à la fois toucher les adultes, on l'a dit, mais aussi d'aller chercher les nouveaux, les plus jeunes, en leur disant voilà ce qu'on peut faire avec des Lego. C'est un monde infini, les Lego. C'est je trouve que c'est réussi. En plus, le fait d'avoir intégré plein de licences à l'intérieur du film, c'est aussi des portes ouvertes à vendre des produits sous licence de Lego. C'est-à-dire que non seulement regardez, nous on a tout ça. Seulement il y a eu des Lego sur le film, donc les Lego La Grande Aventure, il y a eu des sets, mais après tous les sets Star Wars, les sets Batman, les sets Marvel, etc. Tout ça, ça existe à côté. Donc c'était voilà, le film est une réussite complète. Je vois pas d'échec qu'on peut associer à ce film-là. C'est quand même vachement surprenant qu'il ait pas été nommé au moins nommé dans l'Oscar du meilleur film d'animation. J'ai vérifié 2 fois hier. J'ai regardé, c'est Big Hero 6 qui a les nouveaux héros du coup qui a eu l'Oscar. Alors qu'il y a un très bon film. Hein. Attention, oui. Non mais ce qui est étonnant, c'est qu'il soit pas nommé. Qu'il soit pas nommé.
Je veux C'est dire, une mention. Alors je sais pas, il y a Quand tu peut-être vois les autres nommés, c'est fou, quoi. je connais pas la réglementation des Oscars. Je sais qu'elle est parfois assez rude sur certains trucs. Dans la mesure où il y a des plans en réel, est-ce que c'est ça qui explique J'ai en tête un exemple qui n'a rien à voir, mais pour vous situer la complexité des Oscars, Hans Zimmer n'a pas pu concourir à l'Oscar de la meilleure musique pour Dune 2 parce qu'il réutilisait des musiques de Dune 1. Qu'il avait lui-même composé. Et donc l'Académie a refusé sa candidature parce qu'il avait été proposé par son producteur, et lui a expliqué que en interview récemment que il se soumettait à la décision, mais qu'en réalité, comme Dune 1 et Dune 2 n'étaient pas deux films mais une seule entité coupée en deux, il pouvait pas faire autrement. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a peut-être eu juste des règles, vous utilisez des plans réels, peut-être que vous rentrez pas dans les films d'animation. Mais en tout cas, il a été récompensé, il a eu plein de prix dans d'autres pays, au Royaume-Uni, en Australie, en Europe, sur lesquels il a reçu la récompense pour le meilleur film d'animation. Ça marche. Bah écoute, nickel. Alors juste pour conclure sur le film, parce qu'on n'a pas dit comment le film se terminait finalement. Oui, c'est vrai, la fin est très drôle. Voilà, quand le fils et le père rejouent ensemble finalement, le père redécouvrant son insouciance des débuts, finalement il dit à sa fille, puisqu'on découvre qu'il a une sœur, le petit, va jouer avec ton frère, et du coup des Duplo débarquent dans le monde des Lego, et ça s'arrête un peu là-dessus assez brusquement. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait il dit à son fils, tu sais que si je t'autorise à jouer, je vais devoir en autoriser une autre, et donc on a un plan sur les Duplo, et il dit, nous sommes les Duplo, nous sommes là pour réduire votre monde ensemble. Genre pour faire exploser votre... Et c'est à mourir de rire parce que c'est vraiment des personnages très mignons qui sont horribles. Oui, ils sont vraiment là pour être méchants, quoi, pour prendre le contrôle de votre monde et pour réduire à néant. C'est ça, et ça s'arrête là-dessus, voilà. Et alors pour la petite parenthèse, moi quand j'ai regardé le film, j'ai essayé d'enchaîner avec la grande aventure Lego 2, puisqu'il a eu une suite. Je l'ai jamais vu. Une suite. Et je l'ai jamais vu non plus. Et alors, on me l'a déconseillé. On m'a dit, si tu veux rester sur un bon a priori, reste sur la grande aventure Lego, ne regarde pas la suite, elle n'apporte rien, elle n'est pas bien. Moi j'aime bien me faire mon avis, donc j'ai voulu la lancer. J'ai tenu 5 minutes parce que en plus j'avais un petit décalage dans le son, donc c'était pas très agréable à suivre. Donc on reprend... Pour l'anecdote, on reprend directement au moment des Duplo, mais j'ai pas été plus loin. Mais apparemment, le film, la suite n'est pas très bien. Et moi, je voulais juste rajouter un truc sur le fait pourquoi j'ai aussi beaucoup aimé la grande aventure Lego, c'est que j'ai depuis, on va le dire, depuis Space Jam, j'aime beaucoup les films d'animation justement qui mêlent images réelles et images animées. Et que ce soit Roger Rabbit, toutes ces choses-là. Et du coup, là, j'ai trouvé... En fait, ça m'a vraiment pris de court, parce que même s'il y avait des éléments, comme on l'a dit dans le film, qui pouvaient nous faire nous attendre à cette fin-là, j'ai trouvé ça vraiment surprenant et bienvenu. Moi, ça m'a beaucoup fait penser, pour le coup, attention aux références, au film, le premier film Bob l'éponge, où finalement, à la fin, il se retrouve dans le monde des hommes, avec David Hasselhoff, évidemment, et ses magnifiques pectoraux fusés. Mais voilà, voyez le film Bob l'éponge, c'est excellent. Et du coup, moi, j'aime beaucoup ce mélange-là. Je trouve que c'est un mélange qui, quand il est bien fait, fonctionne très très bien. Et du coup, là, je trouve que c'était le cas. Puis en plus, ça apporte une super morale, comme on l'a dit. Donc non, vraiment, on ne peut que trop vous le conseiller si vous ne l'avez toujours pas vu. C'est un super film d'animation à voir avec vos enfants si vous en avez, tout seul si vous n'en avez pas, c'est génial. Ouais, vous passez vraiment un bon moment. Et dans la continuité, alors effectivement, moi, le 2 je l'ai pas vu, donc j'ai pas d'avis, mais si vous avez aimé le premier, voyez le film Lego Batman. Ah oui, qui est vraiment bien. Je pense qu'on en reparlera, vu comment on aime Batman, on est obligé. C'est vraiment un film réussi pour les mêmes raisons que celles qu'on a évoquées là, en termes de comédie, d'écriture, de mise en scène, et aussi parce que c'est intrinsèquement un très bon film Batman. Sur le personnage en tant que tel. On en reparlera, je l'ai vu une seule fois, ça fait très longtemps, j'en garde pas un souvenir exceptionnel, mais un très bon souvenir. Je suis très curieux de le revoir, donc on le note dans la liste des films à faire. Merci de nous avoir écoutés. Alors, on va peut-être pas vous dire la semaine prochaine pour des raisons de calendrier, c'est un peu compliqué. Donc, on sait pas encore s'il y aura un épisode la semaine prochaine, mais au pire, il y en aura un le dimanche suivant. C'est ça. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, on va revenir, mais voilà. On va revenir encore plus fort. Voilà. Toujours présent. Il faut gérer les calendriers des uns des autres, c'est pas toujours évident. Et puis voilà, on reviendra avec de nouveaux épisodes, avec quelques petits épisodes, en tout cas peut-être un peu original, vous verrez, on vous en dit pas plus. On n'en dit pas plus parce que c'est en cours de décision. Voilà, donc, mais sachez qu'on a plein d'idées pour ce podcast, on a envie de faire plein de choses, comme on les fait. De plein de choses, ouais. Voilà, de parler de plein de choses. Là, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de cinéma.
On parlera aussi d'autres sujets un peu plus tard. On l'avait dit dans l'épisode pilote, c'est un peu notre volonté d'aller vers d'autres thématiques. Et puis voilà, on en parlera aussi de manière un petit peu différente. On vous en dit pas plus, mais on a plein d'idées, plein de projets. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre des commentaires, des likes, tout ce que vous voulez, à partager. Ça nous aide vraiment quand on a des retours, c'est chouette. Voilà, on a quelques personnes qui nous font des retours, c'est toujours sympa. Donc n'hésitez pas à en faire. Et puis on vous donne rendez-vous très bientôt. À très bientôt, Merci, c'est toujours Bastien. un plaisir. Merci Guillaume, salut À tout bientôt, le monde. Salut.